Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, bonjour tout le monde dans le chat. On se retrouve, oui, parce que c'est une émission qu'on enregistre sur Twitch, c'est pour ça qu'on se retrouve pour un format dans lequel nous allons parler de l'actualité ludique avec nos amis du Twitch qui peuvent commenter en direct cette émission, sur lesquelles on s'appuie aussi pour avoir quelques remarques toujours très fortes à propos sur l'actualité. Et on va vous parler de plein de sujets différents. On a comme d'habitude un petit sommaire qui est prévu. Nous allons vous parler comme d'habitude des news, celles qu'on a vues un petit peu moins que la semaine dernière, parce que la semaine dernière on a fait un numéro double qui était particulièrement long. Normalement celui-ci sera un peu plus court. Oui. On va vous parler des sorties de la semaine, les financements participatifs. J'ai eu un peu plus de temps que la semaine dernière pour les regarder. Il y en a quelques-uns qui sont, vous allez voir, intéressants. La question de la semaine. Alors là, j'ai improvisé, mais j'ai une petite idée derrière la tête. On vous a demandé sur Instagram où vous jouez. C'est une question qui paraît toute bête comme ça, mais je suis toujours curieux de savoir si les gens jouent chez eux, si les gens jouent chez des copains. Et puis derrière, ça me donnera l'occasion de vous proposer quelque chose pour une future émission. Et enfin... Je ne suis pas au courant. Je ne t'ai pas mise au courant du tout. J'adore. On se parle assez peu finalement avant cette émission, donc je découvre moi aussi les news. Oui. Non, mais après, libre à toi de me dire non, Martin, c'est une très mauvaise idée. Ça sera la découverte de fin d'émission. Du coup, j'ai des surprises, moi j'adore. Et on terminera par l'actu vidéoludique. Alors, ce sera surtout la nôtre en ce qui nous concerne, puisque il y a plein de vidéos qui arrivent sur la chaîne et j'avais envie de les partager avec vous. On en reparle en fin d'émission. Et on va commencer directement par les news, Pénélope. Tout à fait. On voulait revenir quand même sur la disparition de Matt Ravel. C'est une information qui nous est donnée par Ludovox. Matt Ravel, vous le connaissez sans doute, puisque c'est quelqu'un qui rédigeait des articles, qui faisait aussi les fameuses règles express chez Ludovox. C'est ça. Si vous ne le connaissiez pas, vous le connaissiez sans le savoir, en fait. Ouais. C'est des petites règles, c'est une seule page dans laquelle les règles étaient résumées pour pas mal de jeux et c'était assez pratique en réalité. Alors, je ne sais pas s'ils vont continuer ça. C'était brillant, ça devait être difficile à faire sur beaucoup de jeux, mais c'était brillant. Moi, il y a le nombre de jeux que je trouvais vachement bien résumés, c'était très pratique. Ouais. Voilà. On pense beaucoup à Ludovox. C'est des copains, donc c'est de manière générale, on n'est pas sur les mêmes chaînes, on fait pas forcément souvent des choses ensemble, mais on partage notre vie ludique ensemble. C'est important de le rappeler régulièrement. On voulait revenir aussi sur une autre disparition, alors celle-ci qui est moins grave, on va dire, mais c'est quand même la disparition d'un éditeur de jeu. On en a beaucoup parlé depuis le début d'année, des disparitions d'éditeurs. C'est ce que je disais, ça devient un peu un gimmick de début d'émission, donc on espère qu'à un moment ça va s'arrêter. C'est inhérent en réalité. Il y a forcément, quand un secteur fonctionne, des gens qui arrivent, qui n'ont pas les reins suffisamment solides pour pouvoir encaisser les changements. Et un secteur qui fonctionne, c'est un secteur qui change en permanence, puisqu'il est ultra concurrentiel maintenant. Qui dit concurrentiel dit qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Ah tiens, j'ai pas commencé notre émission en parlant de notre sponsor de la semaine parce qu'on en a pas cette semaine. Ah, le sponsor de la semaine. C'est pour ça que j'ai pas ouvert sur cette semaine. Nous avons un sponsor. Cette émission est permis grâce à un éditeur, un fabricant, un annonceur tout simplement. Mais si on en a quand même, c'est tous ceux qui nous soutiennent sur Twitch et sur Tipeee, puisque je le répète à chaque fois, ce travail-là, l'émission de news, elle demande pas mal de temps de travail pour réaliser, pour réunir toutes les informations et on tient absolument à la financer. Donc elle est financée par nous-mêmes, mais on la finance. Faut pas croire que le travail est gratuit. Et de ce fait, vous nous aidez, vous nous permettez de faire cette émission et puis de la faire même quand on n'a pas de sponsor. Ça nous permet quand même de continuer. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee et sur Utip. Antares vous met les liens directement sur le chat pour ceux qui regardent en direct sur Twitch. Et puis si vous êtes sur YouTube, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Merci beaucoup à vous. Alors, on était en train de revenir sur Funforge. Funforge, c'était un éditeur particulier puisqu'il avait la particularité justement de s'auto-distribuer. De s'auto-distribuer, ce qui était courageux. Courageux et très compliqué parce que la distribution, ça demande des postes, ça demande du travail, ça demande aussi de pouvoir contacter toutes les boutiques qui vont de faire des commandes en se basant sur un seul catalogue, le leur. Ça devenait compliqué, donc à partir du 1er avril, et c'était déjà le cas de certains projets, comme c'était le cas de Tokaido Duo, ça sera entièrement Asmodée qui va s'occuper de la distribution. Voilà, et pour ceux qui se poseraient la question, parce qu'on m'a posé tout de suite, c'est un peu le sujet sur toutes les lèvres depuis ce matin,
et sur mon Discord et sur sur Facebook, etc. Donc, est-ce que ça va jouer sur le côté éditorial? Non, ça concerne vraiment le côté logistique, la partie logistique de la distribution. Ça ne changera à première vue rien. Non. Même pas à première vue d'ailleurs, tout court, ça ne changera rien du travail. Au contraire, je pense que pour Funforge, c'est plutôt une aubaine dans le sens où ça va pouvoir leur laisser un peu plus de temps pour se consacrer justement à la création, à l'édition, à toutes ces choses-là, et c'est les équipes de Asmodée qui vont s'occuper de l'aspect distribution commerciale, etc. On va passer ensuite aux annonces de jeux que tu as repérées, Pénélope. Oui, alors il y en a pas mal, très peu d'annonces de sortie en France. Je pense qu'on a une espèce de respiration post-Cannes avec un petit ventre mou de tout le monde se remet de Cannes. Et ça peut mettre un peu de temps pour avoir vu comment ça se passait, ce que ça impliquait. Donc là, il y a d'ailleurs on voit sur toutes les chaînes, beaucoup de débriefs de Cannes de la part de tous les éditeurs qui postent des photos, etc., etc. Donc plein de choses à voir. La seule sortie annoncée, que j'ai vue, il y en a peut-être d'autres, mais encore une fois, on peut pas être complètement exhaustif. Le monde du jeu est immense. Mais chez Gigamic, il y a un jeu qui sort. Alors j'en parle plus pour la blague parce que je pense pas que je sois très cliente du genre, mais ça s'appelle L'Enclume et ça sort chez Gigamic et c'est le jeu le plus lourd du monde. Donc le principe, c'est que c'est des questions avec des jeux de mots, on dirait, qui sont un peu lourdes. Donc là, on voit si tu réponds Maria Carré quand on te dit épouse à un quadrilatère, carré, c'est lourd pour jouer à ce jeu, voilà. Okay. Et plus elle est lourde, plus elle est dure, voilà, c'est lourd. Donc c'est revendiqué, tu me diras. Donc c'est ce genre de jeu très un jeu d'ambiance. Alors il y a écrit comme au Trivial Pursuit mais en plus drôle. Voilà. Donc faudra voir, mais c'est un genre de jeu que moi je pratique assez peu. Mais après, c'est tout dépend en réalité. Moi, de ce genre de jeu, quand ils sont bien conçus, c'est ça. Si les blagues sont bonnes, ça peut être marrant. Ouais. Et ensuite, on a toute une série. Donc là, vous voyez, on passe directement aux annonces qui ont été faites à l'étranger. Et alors là, il y en a eu beaucoup plus. Et il y en a eu beaucoup plus. Donc c'est parti. Alors le premier, c'est Druids. Oui. Ça sort donc chez Rio Grande Game. C'est un jeu de Federico Marcucci. Ça, c'est juste des annonces qui viennent d'être faites. Donc moi j'aime bien en général Rio Grande parce qu'ils nous ont régalé avec certains jeux. Je pense notamment à Beyond the Sun et tout. Donc ils ont parfois vraiment du qualitatif. Et bien dans ce jeu, les membres de différentes tribus vont s'affronter dans une forêt sacrée avec le but de devenir l'archidruide, le druide le meilleur. Et chaque joueur va contrôler un druide. Ils ont chacun un animal de compagnie. Apparemment c'est un loup. Et ils vont manipuler les forces de la nature, etc., générer de la magie et activer des runes. Le but étant d'activer la série de runes la plus puissante. On n'a pas beaucoup plus d'infos dessus puisque c'est vraiment une annonce toute fraîche. Il n'y a pas d'image encore, il y a juste l'image de la pochette de la boîte qui est pas mal. Et il n'y a même pas marqué encore les mécaniques sur BGG, donc c'est vraiment tout neuf. C'est pour 2-8 joueurs. Et des parties de 45-90 minutes. Alors moi, le 2-8 joueurs me fait me dire, et vu la durée, qu'on sera plutôt sur un jeu peut-être initié et pas forcément un jeu expert. Ensuite, on enchaîne avec un jeu qui va nous amener à construire une ancienne cité. Moi, ça me plaît beaucoup. Alors celui-là, c'est celui qui m'a vraiment, cette semaine, je pense que ça serait mon pick of the week, comme ils disent outre-Atlantique. Mais c'est Tiles of the World. Mais il n'est pas encore disponible. Là, ça c'est une annonce, donc on va la voir peut-être plus tard. Peut-être pour Essen. C'est quand on annonce les jeux en ce moment. En général, c'est ça. Hein. C'est ça. En général, c'est. Je pense que c'est des jeux qu'on va voir arriver. En fait, on est en train de se préparer notre liste pour Essen pour pas l'avoir à ingurgiter d'un seul coup quand on arrive à Essen. Mais ça sort chez. Mundus Meeple, je vois pas. En fait, je vois pas exactement sur la boîte qui s'en occupe. Là, il y a 2 éditeurs marqués sur le site internet, donc c'est peut-être Meeple BR. A priori, c'est les Mundus Jogos, c'est un éditeur qui semble être brésilien, visiblement. Oui. C'est lui qui a posté les vignettes. Donc, et c'est celui qui a fait Brésil. D'accord. Zé Mendes, c'est l'auteur de Brésil, que j'ai pas joué personnellement encore, donc je sais pas quoi en penser. Mais
c'est un jeu de placement de tuiles avec un énorme nom du type Tiles of the World et une boîte impressionnante avec dans l'idée, je pense, de faire quelque chose d'assez massif. Et ce que j'aime bien dans le pitch, c'est qu'en gros, on va construire effectivement ces cités avec plein de types de tuiles. Il y a des bâtiments, il y a des tuiles chemins, il y a des tuiles de monuments. Ils vont apporter chaque monument va apporter des ressources ou on va essayer de faire des blocs de cités. Quand on va essayer de récolter de l'or, avec l'or, on va fabriquer des merveilles. Enfin, vous voyez, c'est vraiment le genre de jeu où on va placer des tuiles pour faire une grande cité devant soi avec plein de genres de tuiles et plein de. Après, je n'ai que le petit résumé en anglais, mais ça me plaisait bien. On va pouvoir faire des chemins qui vont, par exemple, loin du centre-ville pour aller dans la nature, récupérer des ressources naturelles pour fabriquer d'autres bâtiments. Ça, c'était une idée que j'aimais bien. Ça faisait un peu city building de tuiles. Oui. Et ça touche ce que j'aime. Le jeu suivant, c'est Sea Dragons. C'est un jeu de Yaniv Kahana, Simone Luciani, Pini Schechter, et c'est illustré, comme d'habitude, magnifiquement comme d'habitude, j'ai envie de dire, par Weberson Santiago. J'aime beaucoup les illustrations de ce monsieur. C'est Fractal Juegos qui sort ça, et ça a l'air très particulier. Alors, Simone Luciani, vous le connaissez pour avoir fait des jeux comme Barrage, comme Tolkien, comme Lorenzo il Magnifico, comme Le Voyage de Marco Polo. Donc on est plutôt dans du jeu très expert. Or là, je ne pense pas du tout que ça soit la gamme du jeu. J'aime beaucoup Marco Polo, et puis moi aussi. Et puis Lorenzo il Magnifico, c'est un jeu que j'adore. Ouais. Alors c'est assez marrant, oui. À son tour, en fait, on va jouer des cartes motifs pour placer des dragons dont on voit, vous voyez, qu'ils ont une forme comme un serpent. Et le thème, c'est que l'humanité en gros, il y a des pirates, méchants pirates qui font du mal et qui prennent l'aventure dans les mers interdites, et nous allons incarner, nous allons essayer de protéger la mer et en coulant les pirates et en collectant leurs trésors et en devenant le protecteur légendaire des royaumes aquatiques. C'est un peu ça l'idée. Et donc, à ce que je vois, c'est plus un jeu de motifs, de placement. On va déplacer nos. Moi, c'est marrant parce que quand je regarde comme ça me fait penser au jeu du serpent sur le téléphone. Je sais pas vous, mais il y a avec l'idée qu'il va se promener pour aller récolter des choses, sachant que on peut pas mettre un de nos dragons à côté d'un autre, et on peut pas à côté d'un des nôtres et à côté de quelqu'un d'autre. On peut pas être adjacent. C'est assez voilà. Le jeu du serpent, il existe en jeu de société, ça s'appelle Block Ness, c'est publié par Blue Orange. C'est vraiment ça en réalité, c'est juste le jeu du serpent. Dès qu'on est bloqué, on a perdu. Là, j'imagine, en voyant le matériel, que l'auteur a joué à Block Ness et s'est dit, mais moi avec ce matériel, j'aurais fait complètement autre chose. Et ça arrive très souvent qu'un auteur s'inspire d'un matériel qu'il aime bien pour créer un autre jeu qui est complètement différent. Donc la ressemblance, elle est évidente, elle nous évoque ça, mais ça veut absolument pas dire que le jeu est semblable. C'est juste, c'est un domaine culturel, donc on s'inspire les uns les autres. Oui. Et ça crée ça. Le jeu suivant, c'est Trevor Benjamin et David Thompson, les auteurs. Et on les connaît pour avoir fait Undaunted, particulièrement. Tiens, j'ai pas été voir ce qu'ils ont fait d'autres. Mais on peut regarder en direct. Alors ils travaillent très souvent ensemble. On dit Benjamin, non? Trevor Benjamin, j'en sais rien, je sais pas comment on prononce particulièrement, mais ce sont les auteurs. J'avais retenu leur nom pour le jeu Mandala qui est publié en France par Funforge, qui était publié en France par Funforge puisque c'est un jeu qui est Lockout, je crois, à l'origine, que j'avais adoré moi. Très très bizarre, très abstrait, assez inattendu, mais que j'avais vraiment beaucoup aimé. Ce sont les auteurs d'Undaunted, tu as raison, de War Chest, que j'adore, moi, également. Oui. Donc, des très très bons jeux pour 2 joueurs, avec un petit côté un peu abstrait quand même derrière, mais un tirage de jetons, de tuiles, dans un sac. Aussi les auteurs de Resist, qui n'est pas encore sorti, mais qui va arriver chez Nuts Publishing, et de Great Plains. Plus dispensable, mais voilà, ça fait quelques jeux. C'était pas mal, C'était pas désagréable. Pas dingue, mais c'était assez joli, assez sobre. C'était pas désagréable, quoi.
Et voilà, et donc leur association revient, enfin ce duo d'auteurs revient chez Osprey Games, et ça s'appelle General Orders World War II, et c'est vendu, enfin le pitch, c'est qu'ils disent, Osprey Games, ils ont dit, le premier placement d'ouvriers sur le thème de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai que j'ai essayé de chercher dans ma tête. Moi, j'ai pas eu de référence à dire de placement d'ouvriers sur le thème de la guerre mondiale. Ah, de la guerre mondiale en elle-même, oui, c'est vrai que. Oui, oui, non, c'est pas le premier placement d'ouvriers. Non, ça clairement pas. The Manhattan Project, c'est après, en fait, mais c'est sur la fin de la guerre, Manhattan Project. Oui, c'est du placement d'ouvriers complètement. C'est quand même lié à la guerre. Là, c'est vraiment sur l'idée de pendant la guerre et pendant un conflit, sachant que on va mettre en compétition des commandants, des chefs de guerre, les uns contre les autres, pour le contrôle de champs de bataille cruciaux de la Deuxième Guerre mondiale, dans les montagnes d'Italie ou les îles du Pacifique. Et donc, j'ai l'impression que ça va mélanger placement d'ouvriers et contrôle de territoire, mais ça, je n'en suis pas sûre, puisque il n'y a pas d'image encore. C'est un jeu à 2 joueurs en 30 minutes. On est sur des jeux de petit format qui correspondent bien à la ligne éditoriale de Nuts Publishing. Je ne serais pas du tout étonné qu'on le voit arriver un jour chez Nuts. Mais ça, c'est une supposition et absolument pas une affirmation. Oui. Voilà. Et ensuite, ma news rigolote du jour. Il en faut une par mois. Par semaine, pardon. En quoi c'est rigolo ? En quoi c'est rigolo ? Eh bien, c'est l'extension scénario, mais parce que je trouve ça complètement absurde. Pour le jeu Catan, attention, c'est l'extension football. Voilà. Catan, Soccer Fever, scénario. Ouais. C'est pas une blague. En tout cas, ça n'en a pas l'air. C'est un jeu de Klaus Tauber, Catan, et enfin cette extension en tout cas. Et enfin, il me semble bien que c'est tout. Et c'est donc Cosmo qui édite ça. Et le principe, je rigole pas. C'est qu'à chaque fois qu'on va construire une ville, on va résoudre un match de foot. Alors, je me suis dit, mais c'est une blague. Et en fait, je crois pas, vraiment, parce qu'en plus, on est loin du 1er avril. Et on va résoudre un match de foot avec de la pichenette. Ah ouais. Ouais. Et donc, en fait, c'est chacune des villes que tu crées va avoir sa propre équipe de foot. Et donc, dès que tu crées une ville, tu résous un match de foot. Et donc, tu pichenettes vers les buts avec ton jeton. Et si ça tombe sur la face colorée, paf, t'as marqué un but. Et donc, c'est assez fou. Et donc, l'idée, c'est que le plus de buts tu marques, tu vas avoir une ville qui va être championne de sa ligue. Et du coup, ça te fera des points de victoire fin de partie en plus. Je trouve ça complètement dingue. Oui, c'est pas le jeu qu'on va acheter forcément, mais on a envie de jouer pour voir quand même. Au moins 2-3 tours, puis de passer à autre chose. Pick-a-Pen, c'est une série en fait de jeux. Il y a très peu d'informations dessus pour le moment. Et il y a 3 jeux. Il y a celui-ci, Krypton, mais il y en a 3. Les 2 autres, je sais plus comment ils s'appellent, mais il y en a 3 en tout. Si tu veux les voir, ils sont dans BGG en tapant Pick-a-Pen, t'auras les 3. Et en fait, c'est assez rigolo parce que vous voyez, ils reprennent le principe, on le voit tout de suite, de Takenoko. Alors, après savoir qui a fait l'œuf, la poule, tout ça. Mais c'est le dé, c'est le crayon. Donc, on le voit sur le crayon, il y a les faces du dé et des surfaces à colorer. Pour l'instant, pas plus d'infos sur les jeux en eux-mêmes, mais c'est une nouvelle petite série et il y a déjà 3 boîtes qui vont être prévues. Il me reste, alors Stefan Feld bosse sur sa 7e boîte de la City Collection. Il a posté en fait une photo de son retravail de Nassau qui va être donc la réédition de Rum and Pirates. Donc on continue, il y aura donc une 7e boîte. Et quand s'arrêtera-t-il donc ? Il refait tout là. Après, il refait tout. Les bons jeux en général, c'est pas mal de pouvoir leur donner une seconde vie. Donc il profite aussi de du fait que Quim Games lui a donné les clés d'une collection entière sur ces jeux. Donc il les réédite. Ensuite, on a 4 annonces qui ont été faites par Spielworks et c'est là-dessus qu'on va finir. Oui. Ils ont annoncé d'un coup 4 jeux de la réédition. Spielworks, c'est ceux qui ont fait... Alors,
On a une réédition de 4 jeux. On a Yunnan, on a Dolcissima Vita, ça c'est pas une réédition, c'est une nouvelle boîte. El Burro, ça c'est également une nouvelle boîte a priori. Je pense pas que ça... Ah si, ça c'est La Granja. Monsieur François nous dit que la version Deluxe de La Granja était visible à Cannes chez Pixie Game, donc voilà, bonne nouvelle. La Granja, c'est un jeu qui fonctionnait avec des cartes, c'est un jeu de gestion, de placement, mais dans lequel on va tout faire avec des cartes qui ont plusieurs côtés. Selon qu'on joue le côté droit, le haut de la carte, le pouvoir ou le côté gauche, on va pas avoir le même usage et à chaque fois il faut choisir parce qu'on peut pas faire tant de choses à son tour, et cet aspect-là il est super agréable d'avoir ses cartes en main et choisir dans quel ordre on va pouvoir les jouer. Je suis vraiment content de pouvoir faire de l'actualité là-dessus. Si on a l'occasion de vous en reparler, ça sera, sachez-le, sur cette chaîne avec grand plaisir. Mais El Burro, c'était censé pas être une réédition, c'était censé être un jeu différent, mais visiblement ça a l'air d'être vraiment la même chose. Ils vont peut-être corriger un peu, on verra, parce qu'il y a toujours des choses à changer dans les jeux de société. Quand on laisse passer du temps et qu'on retravaille sur quelque chose, on développe sa ferme à Majorque et on doit emmener ses ressources depuis sa ferme jusqu'au port de La Palma. Alors, les brefs, très rapidement, les petites nouvelles sur lesquelles on va revenir. Alors, il y a le fait que sur Board Game Arena, on vous en parle chaque semaine, c'est Make a Dream qui vient d'arriver. C'est le jeu de Thomas Dupont, le jeu initié de Blue Orange cette année. Ils ont 1 ou 2 jeux initiés chaque année, et la plupart de leurs autres jeux sont des jeux familiaux chez Blue Orange ou enfants. On vous parle des festivals qui sortent pas du tout, mais qui ont lieu ce week-end. On a toute une série, je l'ai imprimé en un petit peu plus les grand. jeux de mots du week-end. Voilà. Est-ce qu'il y a des jeux de mots dans les titres de festival? On espère. Si vous êtes dans le secteur... Oui, parce que c'est ça, sinon c'est pas très drôle. Mettez-nous des jeux de mots. Sinon on n'y va pas. Si vous êtes dans le secteur, vous aurez l'occasion de participer à un festival de jeux le 11 et 12 mars à Crécy-la-Chapelle. Ça s'appelle Crécy en jeu. Niveau jeu de mots, c'est 0. Là, pour l'instant. Par contre, le suivant... La percée du geek. Ouais, en référence. Alors, sachez que ça n'a rien à voir avec les boutons des geeks qui passent beaucoup de temps devant leur ordinateur et qui ont plein de boutons sur le visage. Rien à voir, aucun rapport. C'est une référence à la percée du vin jaune, puisque ça se passe dans la ville de Lons-le-Saunier. Donc, il y a un jeu de mots. Voilà. Il y a une référence. Parce que c'est la grande activité culturelle à Lons-le-Saunier. On boit du vin jaune. Il a osé, l'Ottenrode. IFI, on en avait parlé la semaine dernière, je crois. Donc, du coup, c'est un festival qui change de date. Non, c'est parce qu'il... Non, je sais pas. En tout cas, salon du jeu d'histoire et de la fiction, c'est à Lavore, dans le 81. Festival Jeux et compagnie à Épinal. Sobre, pas de jeu de mots. Mais c'est un festival important, le festival d'Épinal, qui a lieu chaque année et qui a un rendez-vous quelques semaines après Cannes. C'est un rendez-vous qui est assez important. C'est sans doute, je regarde rapidement, mais parmi les plus gros des festivals qui sont organisés cette semaine. Là, on a les Décalés, donc il y a un jeu de mots, puisque les Décalés. Festival du jeu de Barentin, dans le 76, le 10-12 mars. Oui, tout ça, c'est le 10-12 mars, forcément, puisque c'est ceux de cette semaine. À toi de jouer à Alvar, dans le 38. Après, pas de jeu de mots, donc on passe vite. Vendée ludique à Vendée-Licourt. C'est pas un jeu de mots, c'est un mélange. Comment on appelle ça? On aime bien. Bon. Mais d'ailleurs, celui d'après aussi. Et moi, je crois que c'est mon préféré, c'est mon choix de la semaine, le Fond Beau Jeu. C'est imprononçable. Je crois que c'est pour ça que j'aime bien. Fond Beaux-Arts. Fond Beau Jeu à Fond Beaux-Arts. Essayez de le dire vite. Fond Beaux-Arts? Oui. Fond Beau Jeu à Fond Beaux-Arts? Non. Il n'y a rien à prononçable du tout. Moi, c'est les ceux où j'ai plus de mal, mais là, pas de problème. Au Puy-en-Velay. Ah, ça, c'est dur à prononcer. Le Puy-en-Velay, impossible. Le Temps des Chimères. Histoire de jouer à Caen. Ouais. Et Toulon joue à Toulon. Ça, comme ça, on sait où c'est. Exactement. Voilà, c'était pour nos festivals de ce week-end. Si vous en faites un, dites-nous dans le chat pour ceux qui suivent le festival auquel vous allez assister ce week-end. Me dites pas que vous faites pas de festival, ce serait dramatique. On vous croirait pas déjà. Moi, j'en fais très peu. Moi, si j'avais pu choisir, si j'avais pu en faire un, j'aurais fait très probablement Épinal. J'ai jamais fait encore Épinal. Alors, on aborde le petit programme de sortie de demain. Alors, nous avons Fauna qui arrive cette semaine. On se posait la question de savoir quand il arrivait. C'est cette semaine. C'est la réédition du jeu de Friedman Friese, le jeu de questions, qui est un peu une sorte de timeline en version beaucoup plus longue parce qu'on a une boîte de jeu, on a un plateau. On va se poser des questions sur les caractéristiques d'animaux. La longueur, le poids, la localisation et bien sûr la longueur de la queue.
Il y a pas la durée de vie aussi, non? Parce que je mélange un peu les jeux entre timeline et celui-ci. C'est 4 infos là. D'accord. Et moi, je suis très impatiente d'y jouer parce que je trouve le système hyper simple et hyper malin. Moi, j'ai pas joué aux précédentes éditions, donc je vais avoir Étienne Roussel qui dit coquine. Oh, j'ai fait exprès, j'ai laissé un blanc. Mais oui, j'ai pas pu jouer avant. Donc moi, tous les gens qui m'en parlent, ils me disent ah, j'y ai vachement joué. Bon, maintenant il a un peu vieilli. Ah, j'y ai vachement joué. Moi, ce qui me rassure, c'est ah, j'y ai vachement joué. Ce qui veut dire quand même que c'est un bon jeu et que pour ceux qui le découvrent, ça sera encore un bon jeu. Donc voilà, la version plateau de Fauna revient sur le marché français. Elle avait été publiée pendant une époque par Philosophia. Ça date un petit peu maintenant. Il y a bien une douzaine d'années, je pense. Mindbug, le jeu nerveux de cartes à combo. Très nerveux parce que les parties sont très courtes. Pareil chez 5-10 minutes. Il y a écrit 30 minutes, mais une partie, ça peut être 5-10 minutes quand on joue, quand on se fait rouler dessus. Et on peut se faire rouler dessus, et ça fait partie de ce type de jeu. C'est un jeu qui est signé par Marvin Egan, Christian Kudal, Staff Elias, auquel s'est joint après Richard Garfield. On le cite toujours, mais de ce que j'ai compris, vous m'avez corrigé quand j'en ai parlé précédemment, c'est pas l'auteur d'origine en réalité. Il est venu se greffer sur le projet. Oui, c'est un jeu d'affrontement très classique où à son tour, soit on pose une créature, soit on active la créature pour attaquer l'autre. Sauf qu'il y a des cartes Mindbug, c'est tout le twist du jeu. Ce qui veut dire qu'au moment où l'autre joue une créature, on peut jouer une de ces cartes Mindbug, on n'en a que 2, pour pouvoir lui voler sa créature et la jouer à sa place de notre côté. Et ça rend le jeu assez effectivement neuf à ce niveau-là. Moi, j'en suis revenu parce que j'ai un problème avec un des pouvoirs des créatures, mais on est plusieurs à pas avoir la même opinion sur cette chose. Oui, c'est le côté qui est passionnant là-dedans, puisque alors moi c'est le genre de jeu auquel je joue très rapidement sans me poser vraiment forcément beaucoup de questions. Pour l'instant, je m'amuse sur Mindbug, mais les réflexions que tu as partagées sur Twitch et ailleurs, ça amène les spécialistes à venir argumenter, discuter, analyser les choses. Mais c'est un côté que j'aime bien, moi. Ça sert à ça aussi, les échanges. On n'a pas forcément, nous, de manière générale, on a nos avis, mais c'est aussi des avis qui permettent d'introduire la discussion. On aime bien ça, en réalité. Mais en fait, au début, je croyais que j'étais la seule à le ressentir, mais en fait, en parlant avec des gens qui avaient beaucoup joué, beaucoup plus que moi, et qui avaient un peu lâché le jeu aussi à cause de ça, parce que même si on peut contrer le furtif, du coup, il dicte un peu le script du jeu, je trouve. Mais moi, c'est ma vision. Après, je pense qu'on peut très bien s'amuser avec. Ensuite, on a les Gardiens des Saisons qui paraissent chez Spaceco, un jeu de Julien Santis et Anaïs Reynaud. On vous l'a présenté, on vous a présenté le matériel fabuleux. Ce jeu qui fait vraiment envie, en fait. Moi, je regrette d'avoir passé la vingtaine, parce que j'ai passé la vingtaine, sachez-le. Je regrette parce que j'aimerais être un enfant et découvrir ce jeu à cet âge-là. Et mes enfants... Il y a pas longtemps que t'as passé la vingtaine. Ouais, mais mes enfants sont plus très loin de la vingtaine aussi. C'est ça le problème, c'est qu'ils sont un peu grands également, mais... Tu les as eu très jeunes. C'est très très jeune. Et là, ce genre de jeu, on a envie d'y jouer avec des enfants, de leur faire découvrir et d'avoir le côté émerveillement, parce que c'est un jeu qui se rapproche enfin de l'univers, ça arrive de plus en plus maintenant, des jeux qui se rapprochent de l'univers du livre pour enfants, du beau livre qu'on a envie d'ouvrir, dans lequel il y a une découverte, dans lequel on attend la suite avec impatience. Vraiment, c'est un émerveillement, ce jeu. Moi, je vous encourage très très fort, si vous avez des enfants en âge d'y jouer, ou si vous êtes un grand enfant, ça arrive également, de vous pencher sur le Gardien des Saisons, qui s'est publié par Spaceco. C'est cette semaine que sort Pagan. Je pensais que c'était un peu plus tard, tu vois. Et alors moi, celui-ci, je ne le connais pas encore, mais toi, Pénélope, tu as eu l'occasion d'y jouer. Mais oui, c'est trop bien. On est donc l'île de Roanoke est une île. Ça s'appelle Pagan, le destin de Roanoke. L'île de Roanoke, c'est une histoire vraie, c'est-à-dire que c'était une île sur laquelle on avait placé des colons, je crois, au XVIe siècle, et où on se disait on va voir comment ils s'en sortent, et on est revenu des années plus tard et il y avait plus personne sur cette île. Le monde avait disparu et c'était resté un mystère. Alors ça a été élucidé récemment, mais je sais plus quelle était la réponse. Et je crois que en fait la population colonisatrice s'est fondue dans la population locale. Mais il y a eu plein de théories, et notamment une des théories, c'est qu'il y avait de la sorcellerie. Les gens avaient disparu à cause de la sorcellerie. Et dans ce jeu, nous allons jouer... En fait, c'est un jeu pour 2 joueurs qui s'affrontent. Un joueur va jouer la sorcière, qui est cachée parmi un des personnages un des habitants de la ville de l'île de Pagan et de l'île de Roanoke, et en face on a le chasseur qui cherche à tout prix cette sorcière pour interrompre son rituel, et donc c'est un jeu à la fois avec du rôle caché, du bluff, mais surtout on a un gros deck asymétrique chacun. On va jouer avec des cartes et c'est très agréable. C'est un jeu qui est assez long,
Il y a écrit 30-60 minutes. C'est un jeu qui peut facilement durer 1h30. C'est du jeu de joueurs experts où on a un vrai sentiment. Moi, c'est ça que j'ai aimé. Un vrai sentiment thématique. Presque, je préfère le raconter qu'expliquer sa mécanique. On la découvre en jouant. Il y a 9 personnages sur la table. La sorcière est l'un d'entre eux. Et le chasseur va essayer de deviner quel est le personnage derrière lequel se cache la sorcière. Et la sorcière va vouloir faire des actions. Et à chaque fois qu'elle va faire des actions, et le chasseur également, elle va un petit peu, éventuellement, donner des pistes et révéler de plus en plus derrière qui elle se cache. Puisque ça va, je peux pas rentrer dans trop de descriptions et d'explications, mais voilà. Et donc, le chasseur va essayer de savoir lequel des personnages est la sorcière. Il aura le choix soit d'essayer d'éliminer le personnage, soit de le découvrir. Mais oui, c'est pas vraiment du rôle caché. On est d'accord, c'est plutôt un peu du bluff. Enfin, c'est un peu particulier. De toute façon, c'est un jeu unique en son genre, ça clairement. Et voilà. Donc on résume la situation là au moment où vous êtes en ligne. Si vous prenez cette émission en cours de route, vous allumez la télé et hop, il y a une chaîne YouTube qui s'est lancée, vous êtes à ce moment-là de la vidéo, ça n'arrive jamais. On a déjà parlé de Fauna, on veut l'acheter, on a déjà parlé de Mindbug, moi je vous le conseille aussi, c'est plutôt chouette Mindbug. Le Gardien des Saisons, je vous le conseille. Et donc Pagan, tu nous le conseilles, Pénélope? Oui, non mais moi, pour moi c'est... Voilà où on en est, attention. Jeu de début d'année fou quoi. C'est une folie. Et en plus, le matos est absolument magnifique. C'est splendide. Il y a rien tout est bien dans Pagan. J'espère que vous avez du budget. On enchaîne avec Tiwanaku. On en avait déjà parlé dans une précédente émission. Des fois, les jeux sont repoussés, réannoncés plus tard. Donc, Tiwanaku, on a déjà parlé. On passe très vite. C'est un jeu de déduction avec un plateau qui est très publié complexe par Seeddawn. C'est signé par Olivier Grégoire. Donc, ça sort cette semaine. On passe un peu plus vite. Puisqu'on en a déjà parlé, New Eden. Celui-ci sort cette semaine, on a fait une vidéo, je la termine là, juste après, je terminerai cette vidéo-là. Il y a 3 jeux qui sortent cette semaine et sur lesquels on a fait une vidéo qu'on doit vous diffuser. J'ai encore du boulot, je suis pas couché ce soir. Il s'agit elles sont montées, faut juste que je termine l'habillage, je rassure ceux qui nous regardent. Ça sera donc diffusé très vite. Ça m'a bien plu, c'est un jeu de Benjamin Schwer et j'aime bien cet auteur de jeu. J'ai vraiment pris du plaisir à jouer. En plus, j'ai fait une erreur qui est lamentable pendant ma partie. Je vous en dis pas plus parce que vous allez regarder la vidéo, faut pas que je dévoile la fin. Mais du coup, j'ai très très envie de rejouer pour essayer d'être pile poil, parce que dans ce genre de jeu dans lequel on optimise au maximum ses stratégies, on a envie de faire la partie parfaite. Moi, je sais pas du tout ce que c'est. J'aimerais bien le jouer, celui-là. C'est simple, c'est initié, mais moi ça m'a bien plu, ça pourrait te plaire. Jeanne d'Arc, le Roll and Ride, Jeanne d'Arc Orléans, le Roll and Ride d'Orléans. Et cette version-là s'appelle Jeanne d'Arc Orléans, c'est un jeu que j'aime beaucoup à titre individuel. Jeanne d'Arc, je me suis acheté, mais j'y ai pas encore joué. C'est la version Roll and Ride, l'indispensable, dirait-on, version Roll and Ride, parce qu'il faut toujours une version Roll and Ride à toutes les séries qui existent. Draw and Ride, d'ailleurs. Oui. Alors... moi, j'y ai joué. Voilà, j'ai dit indispensable sans y avoir joué, je sais que tu partages pas cet avis. Voilà, moi j'y ai joué, j'ai trouvé ça, c'est vraiment pas le meilleur roll and ride auquel j'ai joué. Et puis, le visuel et la qualité d'impression sont pas au rendez-vous. Alors, je sais pas si Matago va revoir ça. Moi, j'avais joué sur la version anglaise, mais c'était vraiment pas le cas. Sachez que ça s'appelle Jeanne d'Arc, mais Jeanne d'Arc n'est présente que dans la version solo. Il n'y a pas de le jeu ne tourne pas autour de Jeanne d'Arc, on est vraiment dans Orléans avec le même principe, etc. Et je l'ai trouvé pas palpitant. Voilà, donc c'est des jeux qu'on vous conseille, d'autres qu'on vous conseille moins. Hunch, un jeu qui est publié par Don't Panic Games, je n'ai pas cité les auteurs de Jeanne d'Arc, c'est Rainer Stackhausen et Ryan Hendrickson, illustré par Clemens Franz. Hunch, c'est un jeu qui est signé par Nomas Kurnia, un jeu qui est illustré par Isabelle Bollman, dans lequel on va jouer avec des cartes, il va falloir trouver des mots indices. Je crois que je ne serais pas capable de le réexpliquer, et pourtant j'ai joué à Cannes. Moi je serais capable, mais c'est super compliqué à expliquer sans avoir le matériel et sans le montrer, parce qu'en fait c'est un codenames où les autres vont pouvoir donner des indices en achetant les indices que toi tu vas créer et en faisant des enchères dessus. Il y a une phase d'enchère qui est très surprenante dans ce genre de jeu. En fait, vous allez créer les indices des autres. Vos indices, vous allez les acheter aux autres. C'est très très particulier comme idée. Alors je sais pas. En fait, j'arrive pas à savoir si ça marche
Si c'est juste un peu gadget. J'ai entendu des retours sur 2 parties qui avaient très bien marché. La nôtre, elle avait moyen marché, pour tout dire, honnêtement, sur notre partie, mais on y a joué en soirée, on était fatigué, on était peut-être un poil nombreux. Après, je sais pas. En tout cas, on s'est lancé en disant, bon, c'est 30 minutes, et ça avait été plutôt une bonne heure, largement. Ouais. Donc, ça a été un peu longué pour le type de jeu dont il s'agit. Après, jouer avec des mots, moi, j'ai toujours du plaisir, mais c'est pas la meilleure partie que j'ai faite de ce type de jeu. Donc, c'est pas le premier que je vous conseille là maintenant. Moi non plus. Age of Champagne, je le dis à la française. Cyril Lefranc, Christophe Pouet, Franck Rubarbe. J'avais entendu parler de ce jeu parce que j'étais passé très rapidement sur leur stand à Essen. Je ne les ai pas revus à Cannes parce que je suis pas passé sur les stands à Cannes, tout simplement. Donc j'ai couru dans les allées, mais j'ai presque rien vu du tout. Mais ce jeu sort cette semaine. Ça y est, il arrive en boutique. Est-ce que tu as eu l'occasion de le voir, toi, plus particulièrement? J'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Je suis pas du tout attiré par le parti pris graphique. Alors ça, je sais je sais que c'est pas du tout gage de qualité de jeu, mais sur le plateau, je trouve. Alors encore la boîte, je trouve ça pas mal. Sur le plateau, je trouve ça vraiment pas réjouissant. Mais le principe du jeu me déplaît pas. C'est en gros le même principe. Enfin, c'est viticulture. On va faire du champagne. On va livrer des commandes de champagne. On va avoir sa cave. On va gérer sa cave. C'est très différent de viticulture dans le fonctionnement, puisque on va placer tous nos ouvriers dans une phase tous ensemble, et puis ensuite on va déclencher chaque lieu de placement d'ouvriers les uns après les autres dans un ordre précis, un peu comme dans Crysis. Enfin, il y a plein de jeux qui font ça, mais voilà, j'ai pas l'impression qu'il apporte beaucoup mécaniquement. Par contre, c'est plein de mécaniques que j'aime bien, un thème que j'aime bien. Si ça se trouve, le tout prend bien la sauce et ça fait un bon jeu quand même. Et juste, il faut que j'y joue. Mais c'est vrai que d'entrée de jeu, c'est pas un visuel qui m'attire. Caldera Park, donc ça c'est la nouvelle version, pas du tout. La suite, pas du tout. Comment dire, dans la même gamme que le précédent jeu dont le nom m'échappe, mais j'adore. Quel était le jeu précédent de cette gamme, Pénélope? Savannah Park. Savannah Park, exactement. Donc publié en France par Super Meeple. Deep Print, c'est le nom de l'éditeur d'origine, si je ne me trompe pas. Et c'est un jeu qui est signé par Wolfgang Kramer, Michael Kisling. Ouais, le duo. Et illustré par Annika Heller. Alors, je précise que Super Meeple font un super effort pour que la version française... Est-ce que Annika Heller, c'est l'illustrateur de la boîte de la version française qui est correcte, ou alors est-ce que c'est l'illustratrice des tuiles qui sont abominables, mais vraiment abominables, avec des animaux qui ne se ressemblent pas les uns. Je ne sais pas si tu as vu les petits, des animaux qui ne ressemblent pas du tout. Ah non, mais sur la version allemande, c'est terrifiant. C'est-à-dire que c'est quand même, les mecs, faites un petit effort quand vous mettez du vivant pour que ça soit un peu mignon. Et c'est pour ça que Super Meeple, ils font l'effort ils refont la boîte. Alors ils peuvent pas refaire l'intérieur, non, je crois. Enfin, dommage. Sur Savannah, c'était le cas, en tout cas, je sais pas là. Non, ils ont pas refait l'intérieur et c'est vraiment très moche. Mais bon. Mais l'extérieur est refait, donc déjà, je trouve que d'ailleurs le résultat est plutôt joli. C'est pas incroyable, mais c'est plutôt joli. Vraiment, regardez la comparaison avec la version allemande, on dirait que c'est la même chose, mais pas du tout. Alors parlons du jeu aussi. C'est un puzzle game, c'est-à-dire que vous allez jouer dans votre coin, sur votre plateau individuel, vous allez récupérer des tuiles. Ça va influer sur les tuiles que vos adversaires vont récupérer également. Chacun va composer son plateau. Oui, on joue dans son coin, mais il y a vraiment un côté un peu d'interaction, dans le sens où ce qu'on choisit, l'autre va le jouer aussi. Donc il y a un petit peu on va gêner l'autre, il y a un petit peu. C'est difficile de suivre le plateau de l'autre, j'en ai conscience, mais on peut s'amuser à juste l'embêter un peu. C'est très malin, c'est très élégant, comme moi, même Kramer et Kisling, je le dis, même quand ils font des mauvais jeux, mais ça leur est arrivé, enfin moins bon, on va dire, ça reste toujours. Il y a toujours une volonté de faire quelque chose d'élégant, de sobre et de calibré. Et moi, là, alors pour le coup, c'est vraiment un bon jeu, Caldera Park. Savannah Park était la version plus légère, plus simple, plus familiale. Là, on a quelque chose d'un tout petit peu plus initié. Les deux, moi, j'aime bien les deux. Je pourrais avoir les deux. Ils se ressemblent pas tout à fait, tout en se ressemblant. Donc voilà. Vous allez choisir, en gros, à votre tour, vous allez choisir un animal et un terrain sur lequel vous allez jouer cet animal. Et l'adversaire va être obligé du coup de choisir le même animal et le même terrain sur lequel le poser. Puis à la fin, il y aura des points en fonction de zones, de lieux d'habitation d'animaux, de zones que vous aurez complétées, etc., etc. C'est vraiment du puzzle game et c'est très chouette. Encore un jeu qu'on vous conseille.
attention aux dépenses, parce que là, il y a beaucoup de choses. Ensuite, on enchaîne avec deux jeux qui paraissent chez Yellow et qui sont des jeux dans lesquels on va les rapprocher. Il faut rentrer dedans. Voilà, il faut rentrer dedans. Il ne faut pas sortir de l'escape room. Voilà. C'est l'inverse. Il faut rentrer dans la boîte. Ça s'appelle Break-In. Il y a une boîte Tour Eiffel et une boîte Chichen Itza. Chichen Itza, ouais. Voilà. J'aime bien le thème autour de Chichen Itza. Je trouve ça rigolo de s'être dit on va essayer de rentrer dans la pyramide, ce qui faisait un peu sens thématiquement. Faut voir après si ça marche et comment c'est. Ce genre de jeu, de toute façon, tous les escape games, il y en a plein et il y en a, enfin, genre escape game ou comme ça maintenant, break-in. Et puis ça peut être aussi bien que moyen. Ça dépend de l'auteur, de l'inspiration, du thème, de toutes les mécaniques pour que ça marche, quoi. Donc la boîte est originale, le matériel est original, j'ai eu l'occasion de le voir déplié. Par contre, j'y ai pas joué encore, donc je suis très curieux d'y jouer. J'ai hâte de le découvrir et puis de vous en reparler. On vous dira si ça nous plaît, parce que là, forcément, on regarde juste le matos et on est juste capable de vous dire ah bah ça me fait bien envie, j'ai envie d'essayer ça. Mais moi, j'ai envie de tout essayer de manière générale. Oui, moi aussi, pareil. Là-dessus, on est pareil. Je peux pas me prononcer tant que j'ai pas vraiment essayé. Il y a Enjoy qui dit faut tenter d'ouvrir la boîte de jeu. Alors non, dans la boîte il y a le jeu qu'il faut tenter d'ouvrir, mais la boîte est le jeu, je crois. Il y a quand même peut-être que je sais pas comment ça se présente une fois ou mis en place, mais quand on ouvre, il y a encore des trucs à l'intérieur. Le grand méchant monstre. Plusieurs étapes. J'enchaîne avec ce jeu de Benoît Turpin et Johan Dufour, illustré par Rémi Leblond, édité par Banquise. Celui-ci, la vidéo est déjà sur notre chaîne. C'est un jeu dans lequel vous allez dessiner. C'est plutôt pour les enfants, hein. Ça se joue à partir de 5 ans, mais ça fait partie des jeux. C'est pas toujours le cas, où vraiment l'adulte ne s'ennuie pas du tout. Alors il y a un petit côté stratégie, très très léger dans la mesure où on va lancer des dés, il y a un côté roll and write, on va essayer de récupérer, choisir un dé pour améliorer son monstre que l'on dessine en direct. Et forcément, si on arrive à compléter son monstre plus vite que les autres en faisant les bonnes parties au bon moment, on va récupérer des tuiles qui nous permettent d'avoir un scoring et de gagner avant les autres. Mais ça, c'est une mécanique, ça permet d'avoir un but du jeu, ça permet d'avoir un fil conducteur, et c'est important d'avoir une fin dans les jeux de société. Parce que moi, je suis assez attaché au fait d'avoir un moment qui termine le jeu, qui le ponctue. Ça peut être un gagnant. J'aime bien ça en général, puisqu'on a eu toute une phase, notamment sur les jeux pour enfants, où d'un seul coup, il ne fallait plus de gagnants, c'était juste l'expérience partagée qui était importante. J'aime bien quand même quand il y a une fin dans une partie. Moi aussi. Ah non, mais tu sais, rappelle-toi de cette période qui a suivi des jeux comme Concept, très très bon jeu, mais dans lequel, dans les soirées, les gens commençaient à sortir la boîte de Concept et t'avais aucune idée de à quel moment la partie allait se terminer. Parce que c'était des cartes en boucle et tout le monde était là, et moi, bah, c'est rigolo, mais ça fait 1h30, là, vous voulez pas qu'on fasse un jeu? Ah non, allez, Martin, t'es rabat-joie, j'ai pas fait ma question, c'est à mon tour. Ouais. Donc là, il y a une fin. Mais le plaisir de ce jeu-là, c'est aussi de pouvoir se réunir autour de la table et puis de dessiner. Et l'adulte comme les enfants vont dessiner leur propre monstre en faisant ce qu'ils veulent pour faire l'œil du monstre, pour faire la bouche, pour faire les bras. Et on va passer vraiment un très très bon moment de partage, de rire, indépendamment du but du jeu, en réalisant son propre monstre, en le montrant. Et avec des enfants, ça marche encore plus qu'avec les parents, parce que très souvent les enfants n'hésitent pas à dire « Hey, regarde, t'as vu ce que j'ai fait ? Pff, trop drôle, mon monstre il proute !» Alors que les adultes ont envie de le faire aussi en vrai, mais n'osent plus le dire. Ils ont l'impression qu'il faut bien se tenir, et je vois très rarement des adultes dire « Regarde, mon monstre, il a fait des proutes. » Je te vois tellement faire ça. Mais oui, mais il y a que ça de rigolo dans la vie. Je comprends pas, moi, les gens. Bref, très bon jeu. Si vous avez des enfants, ça en fait 2 cette semaine. Ça fait 2 jeux qu'il faut acheter. Lotarom, on enchaîne avec un jeu qui est publié par Red Cat. Red Cat, c'est un peu le même studio que Lifestyle, c'est la même équipe. Une équipe qui était russe à l'origine, qui est maintenant arménienne, on va dire, puisque ça a été, vous avez compris les raisons pour lesquelles ça a été relocalisé en Arménie. Je me suis renseignée sur celui-là. C'est un jeu dans lequel on va drafter des tuiles pour constituer on va construire devant soi, alors je sais pas à quoi ça correspond, sa ville, son royaume, son domaine. Sa petite civilisation, on est assez proche de King Domino dans le thème du jeu. L'idée, c'est qu'on va scorer en multipliant le nombre de tuiles d'une zone avec le nombre de bâtiments sur cette zone, c'est très classique. Ce qui est plus original, c'est l'idée que pour récupérer des tuiles, on va en fait faire du I cut you choose, c'est-à-dire qu'on va prendre des tuiles et on va en récupérer, on va en faire 2 tas et on va proposer à son voisin de gauche lequel des tas tu veux, et on va récupérer celui qui ne prend pas. Donc on avait vu ça dans It's a Wonderful Kingdom, il y a ça qui arrive avec The Great Split. C'est une mécanique qui est sympa. C'est
pareil, je sais pas. En fait, moi, ma vraie question, c'est comment ça peut être sympa ergonomiquement de faire des séries de tuiles, de les présenter. Est-ce que ça sera pratique autour de la table? Je m'en rends pas compte. Mais je l'ai vu tourner. Je crois que les gens ont bien aimé leur partie. Donc, c'est un petit jeu à surveiller. Voilà, petit jeu, ça fait partie de cette gamme de jeux qu'on va sortir facilement pour y jouer, mais vraiment dans la même configuration qu'un King Domino, avec un système de partage qui ne sera pas le même, lui, pour le coup. C'est un jeu qui est signé par Evgeny Petrov et qui est illustré par Irina Penchenkina. Et on a fait une vidéo sur ce jeu, donc elle arrive sur la chaîne, c'est celle qui était ouverte sur ma table de montage, donc on va la diffuser, là, après je l'envoie à l'éditeur, il la valide, et puis oui, j'y ai joué. J'ai pas grand chose à rajouter sur ce que tu viens de dire. C'est très simple, très accessible. Moi, c'est le genre de jeu auquel je joue avec plaisir. Après, c'est vraiment simple, quoi. Ne vous attendez pas à un jeu complexe. Donc là, on continue avec Dice Throne. On a de nouvelles boîtes qui sortent. Donc, je vous les signale juste très rapidement. Pas grand chose à raconter de plus sur ce jeu-là. Donc, c'est quoi? L'As de la gâchette contre les samouraïs. Et comme d'habitude, on peut mixer un peu. Et bonne boîte, celle-là. Tacticien contre la chasseresse. L'As de la gâchette, c'est un cool perso. Je vous le dis, au cas où vous posez la question. On vous a parlé de Subterra en début d'émission, puisque l'éditeur vient de mettre la clé sous la porte, mais la version française est publiée par Nuts Publishing, et là on a du Subterra 2 qui sort, avec pas mal de boîtes et de petites extensions qui arrivent sur ce jeu. Donc ça, je sais pas quel sera l'avenir de ces jeux-là, étant donné que l'éditeur d'origine a disparu. J'ai pas l'information pour le moment. C'est le même principe que Subterra 1. La différence, c'est que dans celui-là, il faut aller récupérer très rapidement un artefact au fin fond d'un volcan avant que ça n'explose et arriver à sortir à temps. Mille Fiori, les chefs-d'œuvre. Extension pour Mille Fiori. Un jeu de Rainer Knizia publié par Schmidt. Moi j'aime bien Mille Fiori. C'est un jeu qui a été pénalisé d'une certaine manière par une problématique de règles lors de sa sortie. On en a beaucoup parlé. Les gens savaient plus du tout comment gérer les cartes, comment les placer. Ce que l'on faisait. C'était un peu bordélique. Ouais, c'est toujours un peu fouillis dans ma tête en fait. Je suis toujours un peu perdu là-dessus. On a joué à l'extension et encore je suis pas sûr à 100% de ce qu'on fait avec les règles, avec les cartes. Ouais, c'est un jeu pour moi qui en plus faut le jouer à plusieurs. Ouais. Et moi, j'y ai joué à 2, c'était une bêtise. Ah ouais. Bah oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup trop d'espace, on se challenge pas assez, et le truc des cartes devenait infernal. Donc il y a eu un correctif depuis, mais on avait un marché de cartes, il y avait peut-être 50 cartes dedans. Donc ça fait longtemps que j'y ai pas joué. J'aimerais beaucoup y rejouer. Alors celui-là, à 4-5. Je pense que c'est un jeu, ils auraient dû mettre 3-4 sur la boîte. Non, mais ce que tu dis, quand tu dis qu'il y avait beaucoup trop de cartes sur la table, c'était lié à l'erreur de positionnement, parce que une fois qu'on a les bonnes règles, il n'y a plus de problème sur ce plan-là. En termes de tension, ça ne sera pas le même. Il y avait ça, mais il y avait aussi il y a trop d'espace sur ça combotte beaucoup moins. Je pense que c'est quand même un jeu qui marche mieux à plus. De mon point de vue. Ça, on le comprend quand on est en train de jouer d'ailleurs. On va enchaîner avec notre rubrique des Kickstarter. Alors, des Kickstarter, pas du tout. Des jeux qui sont proposés en financement participatif. Ouais. J'en profite pour faire une petite parenthèse. La Soda Pop Collection est toujours dispo. Et il se trouve que on me l'a envoyé pour en parler. Donc, je vais essayer de faire un live rapidement, mais j'en profitais pour vous montrer à quoi ça ressemble. Effectivement, c'est vraiment des canettes et ça s'ouvre comme ça. Et dedans, vous avez un jeu. Et ce qui est sympa, c'est que le jeu est plus... c'est vraiment du vrai matos. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir... parfois, dans ces petites séries, c'est des petites cartes et des tout petits jeux. Parfois, c'est du roll and write, etc. Là, par exemple, il y a plein de cubes avec des dessins dessus. Donc, c'est toujours en cours et je vais essayer d'en faire un live. Je peux pas vous donner mon avis dessus. J'ai pas encore joué. J'ai eu des retours plutôt positifs. Mais c'est plutôt la collecte est assez cool, posée sur une étagère, ça a son style. Je crois que toi, t'aimerais bien voir. C'est moi qui suis jaloux parce que moi j'ai pledgé en disant ça, il me faut ce genre de choses. J'aurais préféré le recevoir, mais non. Ah là là. Je peux venir avec si tu veux. Non, c'est des choses qu'on aime bien. Alors justement, chez cet éditeur, Thundergriff, tu as noté un autre jeu que tu avais repéré, mais que moi j'avais déjà en réalité. Donc je sais pas quelle est l'actualité exacte. Du coup, moi j'avais passé en me disant ça c'est pas une actu, c'est un vieux truc. Oui, et donc je ne sais pas, parce que moi n'ayant pas vu c'est la première. Si ça a déjà été fait une fois, je l'ai juste vu là en cours de financement. C'est vraiment en cours de financement. Mais c'est donc le même principe, mais avec des formats boîtes d'allumettes. On a une vraie tendance en ce moment sur. C'est boîte d'allumettes là. Ah oui, là c'est boîte d'allumettes.
Matchbox. Ils refont ça dans un autre format alors. D'accord, ok. Parce que tu reconnais les jeux, c'est ça que je... Du coup, moi j'ai ramené mon truc, parce qu'on m'a parlé de ça. Moi j'avais ça, est-ce que c'est ça? Ah, peut-être même pas forcément, c'est peut-être pas cette série-là. Est-ce que voilà. Il m'induit en erreur. Il y a des trucs que j'ai. 40 Days, je dois l'avoir. Donc, Elio aussi, je l'avais. Et de ce fait, est-ce que c'est cette collection-là? Là, devant moi, hop, je vous mets en plein écran. J'ai cette boîte-là, avec plein de trucs à l'intérieur. Et est-ce qu'il y a des jeux en commun? Je l'ouvre en même temps. Mais ça, qu'en fait, j'ai pledgé ça il y a 2 ans. Et en fait, ça n'a aucun rapport. C'est un petit peu de rapport quand même. Hein. Là, mon écran est à l'envers, c'est en mode miroir, mais vous voyez quand même que le titre du jeu, il est sensiblement le même. Ah oui, c'est quand même mais les boîtes, vraiment. C'est pas de la boîte d'allumettes, c'était plus gros. Alors, je vais pas jouer à tout, comme vous pouvez le constater. Peut-être qu'on nous ment et que c'est plus gros qu'une boîte d'allumettes. Écoute. Mais effectivement, ça ressemble quand même énormément. Hein. C'est de la grosse allumette, comme dit Antares. Golem. Donc ça, je l'avais pledgé il y a 2 ans. Ah oui, c'est les mêmes jeux. Hein. J'ai reçu ça, je pense, l'année dernière, quelque chose comme ça. Est-ce que tu y as joué? Pas... Non. Non. Pas... Ça, vraiment... C'est son petit plaisir, quoi. Il achète les trucs parce que les boîtes sont jolies. Ah non, mais j'achète vraiment avec l'intention d'y jouer. Hein. C'est pas du tout la question. Oui, mais c'est l'idée série. C'est l'idée collection. Ouais. Je comprends. Oh, mais non, j'ai une théorie. Hein. J'ai vraiment l'intention de jouer à tous ces jeux-là. Le souci que j'ai, c'est que entre le moment où je les ai commandés et le moment où je les ai reçus, il s'est passé un truc pour nous, c'est qu'on a vraiment accéléré sur un monde de jeux qui est devenu une boîte professionnelle pour le coup. Et du coup, il y a certaines choses sur lesquelles j'avais pas d'urgence, que j'ai posé à un endroit. Et ces endroits-là, c'est des endroits où on oublie des jeux parfois. Voilà, donc c'était la collection. Effectivement, c'est les mêmes jeux, mais est-ce que c'est... je sais pas si on voit bien le format... Ah oui, t'avais un tube et tout. Enfin. Alors, un tube avec à l'intérieur tous les... Je vais pas les enlever là, mais tous les tapis. Moi, je trouve que sur le Pledge, quand on regarde, alors c'est le système d'ouverture qui a changé peut-être, qui se glisse comme une boîte d'allumettes, mais le format, sur le financement, le format n'a pas l'air très différent. Hein. J'ai bien l'impression que les boîtes sont toutes aussi grosses que les tiennes, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Bah oui. Oui, non, mais tu vois, il y a même t'as la même valise que celle que j'avais, le même étui pour pouvoir poser les tapis de jeu à l'intérieur, donc ça me semble pas incroyablement différent. Mais bon, si vous l'avez loupé, vous pouvez donc le refaire tout simplement. C'est une fausse nouveauté, enfin si, c'est une news quand même dans la mesure où ces jeux-là sont de nouveau accessibles si vous ne les aviez pas encore. Il y a plein de choses qui sortent, on ne vous parle pas de tout à chaque fois, mais on va s'attarder forcément sur les jeux qui nous intéressent le plus. Donc From the Moon, c'est un jeu qui est signé par 2 auteurs, il ne faut pas que je les dise, Gilles Lafargue et Johan Goupy. C'est illustré par Miguel Combra et c'est publié par La Boîte de Jeux. Et il s'agit d'un jeu à l'allemand, d'un jeu de gestion, on va dire. C'est pas du tout des Allemands qui l'ont fait, mais c'est un jeu de gestion dans lequel on a nos petits rovers qu'on va pouvoir envoyer à la manière de pose d'ouvrier sur un plateau pour pouvoir réaliser les actions. Vous voyez, on a fait une vidéo, on a même notre avis qui est indiqué sur la page du Kickstarter. Donc moi, c'est un type de jeu qui me plaît bien pour tout vous dire. Johan Goupy, c'est un grand amateur de Mirmes. Si je dis ça, c'est parce qu'on retrouve dans ce jeu-là des références à ce type de jeu, ce type de programmation, parce qu'on programme des choses à son tour de jeu on va essayer d'accomplir des actions en fonction d'une stratégie qu'on va développer tout au long de la partie. On retrouve un peu ça. Moi, c'est rigolo que tu dis ça parce que quand j'ai regardé le financement, je trouvais qu'il y avait des points communs un peu, mais c'est peut-être rien à voir, mais avec le Humanity, qui est le prochain jeu de Johan Levesque, qui est super, que j'ai joué. Peut-être ça n'a rien à voir, mais dans la thématique, il y a quelque chose de commun, pour moi, de mon point de vue, mais peut-être c'est tout. Et puis un peu dans le visuel. C'est rigolo, du coup, quand je me renseignais, je faisais, on dirait ça, et là tu dis, il y a une référence à Mirmes, donc c'est alors non, il y a une référence dans les goûts de l'auteur. Oui, après, c'est pas du tout le même jeu, ça n'a vraiment rien à voir dans le développement. Non. Mais ce côté, je programme, je réfléchis à ma stratégie au long cours et puis j'essaie de la développer. Je m'adapte à ce qui se passe également parce qu'il faut s'adapter dans ce genre de jeu, au choix de nos adversaires également. On a fait une partie, elle est disponible déjà sur notre chaîne, donc vous pouvez aller sur la chaîne d'Un Monde de Jeu, vous aurez l'explication du jeu, vous aurez la partie, vous vous rendrez compte de si le jeu vous convient ou pas. Moi, c'est mon type de jeu, ce genre de jeu-là. Ouais, moi, ça me tente bien. De ce que j'ai vu, ça a l'air pas mal du tout. Et en tout cas, c'est tentant.
Et le principe, en gros, si j'ai bien compris, hein, c'est que on va essayer on fait de la Lune une nouvelle base pour pouvoir explorer et partir plus loin dans l'univers, dans les confins de l'univers. Donc c'est from the moon. C'est vraiment partir de la Lune, et donc sur la Lune, on va s'installer et on va développer la Lune. On va partir de la Lune, effectivement. Pourquoi Barricadé met-elle oh là 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 dans le chat? Qu'avons-nous dit? J'en étais sûre que je... Alors, c'est simplement dans le chat, ils essaient de mettre des liens et ils n'y arrivent pas forcément. Bon. Ah, voilà, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il y a plein de petites choses. Oui. On peut passer rapidement sur tout ça. Il y a Inaros Fallin. Oui. Alors, c'est des projets plus restreints, qui font moins de backers, etc., etc. Donc là, c'est un jeu d'affrontement à 2 joueurs et dans lequel on va faire du contrôle de territoire. Je vais être vraiment sincère. Le jeu, là, on le voit à l'écran, ça dit que c'est worker placement, donc placement d'ouvriers, area control, donc contrôle de territoire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de mécaniques qui se mélangent. À mon goût, il y a aussi mouvement caché, placement de tuiles, et ils disent une toute nouvelle mécanique qu'ils ont appelée le Clash Involver. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai l'impression ça a l'air pas mal. J'ai eu du mal à comprendre en regardant les résumés exactement ce qu'on allait faire, ce qui se passait autour de la table, que ça m'avait l'air un petit peu d'être un... Moi, je l'ai pas étudié, donc je pourrais pas t'aider sur ce jeu-là. Non, mais j'aurais bien aimé vous en dire plus précisément, mais j'ai eu l'impression que c'était un petit peu peut-être un peu brouillon, un petit peu ambitieux peut-être, mais peut-être du coup un peu brouillon. Mais en gros, à son tour, on va faire 2 actions du style jouer des cartes de sa main, récupérer des cartes de sa pile de son deck, et on va essayer de contrôler des tuiles qu'on va récupérer, qui vont nous donner plus de pouvoir, et le but étant de récupérer 6 tuiles. Enfin, c'est 1 versus 1. L'univers est plutôt cool visuellement, oui. Mais c'est noté 1 à 4 joueurs parce que tu peux faire, je crois, de l'équipe. Mais si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire mais ça reste du 1 contre 1. Et je crois que c'est un éditeur français. On vous en reparlera peut-être dans d'autres futures émissions si on a l'occasion de s'y intéresser plus en détail. Ensuite, tu as d'autres jeux sur lesquels tu voulais revenir? Qu'est-ce que j'ai noté? Alors, pour la blague, hein, parce que ça m'a fait rire. Quest Kids Giant Adventure, juste pour montrer, ça m'a fait rigoler. Je suis pas sûre qu'il fallait pledger ça, mais parce que parfois j'aime bien montrer les trucs rigolos. Bah oui. En gros, c'est une grosse boîte avec dedans des grosses tuiles et vous allez transformer votre pièce en jeu de plateau et en fait les enfants sont les pions. Voilà, donc c'est une quête et donc vous allez vous déplacer de case en case, retourner les tuiles. C'est comme si vous étiez des meeples, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça très marrant. Je suis pas sûre que le jeu derrière suive, mais ça fait partie de ces espèces de gimmicks un petit peu rigolos. Effectivement, on voit. Alors le début, ça met des plombes dans cette vidéo tout au ralenti pour te montrer que. J'ai le temps d'aller chercher ma feuille parce que j'ai noté des trucs sur un prochain Kickstarter et je l'ai laissé sur mon bureau juste là. Si je suis pas là, je suis là. Vous inquiétez pas. Voilà, mais là, il vous montre. Alors attention, hein, bien sûr, il vous montre que les enfants sont déguisés, mais les déguisements ne sont pas dans la boîte. Hein, ça n'est pas du tout compris à l'intérieur, mais là, vous allez voir qu'ils vont le montrer dans un instant, dans une seconde. Cette présentation est beaucoup trop longue. Et voilà, vous sortez des énormes tuiles et vous faites le plateau dans votre rang. Alors effectivement, Connery en slip, je suis assez d'accord avec toi. Très joli pseudo d'ailleurs. C'est pas fait pour les Parisiens. Il faut avoir une maison pour pouvoir jouer à ce jeu. Mais je trouvais que c'était assez rigolo pour vous. Je suis pas sûr que le jeu derrière tienne la distance. J'ai hâte d'y jouer avec toi quand même, Pénélope. Je doute pas que tu vas l'acheter et je ne doute pas qu'on y jouera au chalet, ça me paraît évident. Ah, oui, je trouverais ça super. On pourrait faire une super vidéo. Ouais, bon, non, faisons-le ça. Ok, bon, j'arrête la vidéo là, ça suffit. Voilà. sur ce jeu-là. Oui, on a compris le concept. Donc voilà, c'est en cours de financement. Si ça vous amuse, si vous avez des enfants et de la place, ça peut vous intéresser. J'avais mis Star Tycoon. Oui. Qui est l'autre jeu. Je sais pas.
je sais pas qui est l'auteur, je sais ça vient, c'est des nouveaux projets. Il a pas non plus un objectif démesuré, mais il l'a quand même atteint. J'aime bien le concept. C'est un jeu dans lequel on va jouer une grosse entreprise galactique, mais en gros c'est de l'économie, hein, c'est un jeu d'économie. Alors on retrouve un peu le principe d'East India Company, donc surtout le système d'achat, de récupération des ressources sur un système d'offres et de demandes. Donc c'est le petit tableau qu'on voit en haut de l'écran, le petit plateau à part, et en gros tout le jeu, ça sera de savoir à quel moment on achète, à quel moment on vend pour ça soit le plus rentable. Et puis ensuite, avec ces ressources, avec notre argent, on pourra récupérer des planètes, et sur ces planètes, c'est des cartes planètes, et sur ces planètes, on pourra construire des bâtiments, des améliorations qui vont nous donner des revenus, des productions. Et donc ça, c'est avec les ressources qu'on a achetées qu'on pourra construire ces bâtiments. Et ça a été comparé un peu à Splendor, donc je pense qu'il y a un petit mélange. Parce qu'en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que les planètes nous donnent des objectifs à remplir, un petit peu comme les cartes dans Splendor, où il faut tel type de ressources pour que ça soit complet. Mais en fait, là, on récupère les cartes planètes avant de l'avoir remplie, c'est-à-dire que c'est comme si on récupérait la dernière carte à Splendor et qu'on devait réaliser l'objectif ensuite. Et j'aimais bien cette inversion, et j'aime bien l'idée j'aime bien. C'est un petit jeu qui mélange plusieurs choses, et je pense qu'on peut dire qu'il y a un peu du système de East India Company et de Splendor, et avec leur petite vidéo de présentation est vachement sympa, plutôt bien foutue, et c'est marrant parce que ça sort de nulle part et fait envie d'y jouer, quoi. On enchaîne avec deux petits jeux qui sortent chez... alors, c'est la fameuse série des Button Shy, les jeux qui sont vendus en format portefeuille avec quelques cartes à l'intérieur, et qui sont diffusés en France par Matego. Connu chez nous sous le nom de Microgame. Exactement. Et il s'agit de deux petits jeux qui sont signés par Steve Aramini, qui est l'auteur de Sprolopolis. Steven Aramini, pardon. Un des meilleurs de la série Sprolopolis pour moi. Oui. Alors ensuite, j'ai regardé très rapidement le système de jeu. On en a deux à l'intérieur. On a River Wild, un jeu dans lequel on va composer une rivière en associant. La pochette est rigolote, ouais. Bon, après t'as le titre, hein, c'est pas. Oui. Mais t'as des petites cartes dans lesquelles tu vas faire une vallée de la mort. En posant une rivière. Et selon les scorings, on voit qu'on a des systèmes à côté des cartes. On aura plus ou moins de points. Ça a l'air d'être un tout petit jeu de scoring très simple, réussite pour un seul joueur, hein. Ce sont deux jeux solo. De toute façon, ce sont des tout petits jeux à chaque fois. Faut pas être déçu par le côté petit jeu des microgames, parce que c'est quand même le principe, c'est de vous offrir un jeu avec rien comme matériel. Vraiment 18 cartes, je crois, à chaque fois, c'est un peu ça l'objectif. Et donc, c'est des jeux très légers, très très légers. Mais la force du truc, c'est de pouvoir être transporté partout dans votre sac à main, et de pouvoir initier des gens au jeu comme ça. J'ai un jeu sur moi à n'importe quel moment. Dans le chat, Braddock nous dit que c'est l'auteur d'Aramini Circus. Comme son nom l'indique, Aramini Circus était la version française du jeu. C'était une version sur un train à l'origine. C'est Yellow qui avait fait Aramini Circus. C'était pas le plus extraordinaire des jeux de la gamme non plus. C'est pas son meilleur jeu. Le deuxième, c'est non, c'est pas Riverwild, ça j'ai déjà dit. C'est Ancient Realm, un petit jeu cette fois-ci dans lequel là le matériel je le trouve un petit peu plus intéressant en lui-même. On n'a pas joué, donc on peut pas savoir si c'est génial ou pas, mais ça me donne un peu plus envie. On a des cartes. Il y a des pyramides. Avec plusieurs zones dans ces cartes qu'on va utiliser, qu'on va pouvoir écraser les unes sur les autres. On va gagner les bonus des cartes que l'on écrase. Donc ces bonus-là, c'est des ressources parfois. On va les stocker avec une carte qui nous permet de montrer le nombre de ressources qu'on a devant soi, avec un système qui est ingénieux, qui est malin, qui est un exercice de style aussi, parce que là on trouve ça, c'est de malin, dis donc, on retourne la carte pour savoir combien de ressources on a. Ça sera jamais aussi agréable que d'avoir des ressources avec des jetons qu'on pose devant soi, mais c'est beaucoup plus compact, ça permet d'emmener le jeu un petit peu partout. C'est toujours l'équilibre bizarre sur ces jeux-là, c'est que on est à la fois émerveillé par les idées mécaniques qui permettent de faire tenir pas mal de choses dans des toutes petites cartes, et puis en même temps, soyons honnêtes, on a quand même plus de plaisir dans une grosse boîte avec plein de matériel. Enfin, en ce qui me concerne, c'est plus le cas. Donc l'idée est très originale, c'est un jeu pour un joueur également, dans lequel on va essayer de composer sa civilisation. C'est un jeu de civilisation pour un.
Bah voilà, donc si les jeux sont très bons, ça marche très bien, hein, la gamme Microgame en France, on la voit souvent. Envie, ça, oui, ça aussi, j'ai envie d'essayer. Ça, on les voit souvent dans les tops des ventes, donc si ça fonctionne bien, on s'attend à les voir arriver évidemment en français chez Matago. Ça nous permet de voir en avance. Je vois Tom Ryder qui répète une information dans le chat qui nous dit que commence sur Game on Tabletop aujourd'hui The Heist, c'est un JDR de Théo Rivière. Et je n'avais pas suivi ça parce que effectivement je suis pas très dans l'actualité du JDR, mais Théo Rivière est un copain et du coup ça fait plaisir de voir ça. Je savais pas. Ça commence aujourd'hui à 19h. Alors oui, moi j'avais suivi, mais j'avais pas suivi que c'était ce soir à 19h. C'est surtout ça. Donc c'est à 19h sur sa chaîne. Mais est-ce que le financement est lancé sur sa chaîne? C'est autre chose, ça peut-être alors. Ouais. En tout cas, bien le pitch, le jeu des casses avec classe. Voilà. Donc The Heist, voulant dire, je crois, c'est le cambriolage, si je dis pas de bêtises. En tout cas, on vous en reparlera forcément dans les. Ah non, c'est pas ça. Je sais plus ce que ça veut dire. Quand le financement sera lancé, il ne l'est pas encore tout de suite. On vous en reparlera au moment où vous pourrez pledger directement. Voilà. Ça sera pour la semaine prochaine. On n'oublie pas Gabriel on en aurait Durnerin, qui est le co-auteur du jeu. Ensuite, on va enchaîner avec un projet. Là, cette fois-ci, c'est Aline qui nous en a parlé. C'est les tables. Non, pas encore. Il s'agit de Saga Explorer. Je fais dans le désordre, pardon Pénélope, on a notre liste, mais je ne la suis pas toujours. Saga Explorer, donc c'est un jeu pour enfants plutôt qu'Aline a eu l'occasion de voir sur Cannes, donc elle nous en a parlé très rapidement. Elle a eu l'occasion d'y jouer hier parce que les enfants sont venus au chalet pour jouer à plein de jeux, dont celui-ci. Il y a un petit côté, elle a comparé le jeu à Micro Macro, un petit côté, on va rechercher des éléments. C'est un abonnement postal. C'est un abonnement postal qu'on peut récupérer. On répète ce qu'elle nous écrit sur le chat. Et puis, donc, elle y a joué. Elle a passé un très bon moment. Donc, le jeu a bien fonctionné. On va chercher des informations dans des cartes. Il y a un côté c'est sympa, ça. Recherche visuelle. Les textes sont bien écrits. Ça, c'est important parce qu'on est sensible à ça quand il y a du texte. Que ce soit pas un peu neuneux. Et surtout, typiquement, c'est ce qui fait la différence dans ce genre de jeu, la qualité du texte et des énigmes, quoi. Ouais. Et surtout, il y a des infos documentaires sur les pays visités, puisque c'est le thème du jeu et on explore. Donc, ces informations-là sont données aussi derrière. On a plaisir aussi à s'informer en jouant. C'est pas le but du jeu de s'informer, mais quand autour de ça, il y a un background, il y a une écriture, c'est intéressant. Si vous voulez découvrir ce jeu, c'est sûr. Ça me plaît bien. Donc, on vous en parle. Allez voir sur la page du LUL si vous êtes intéressé par ce type de jeu. C'est Elixir, on les connaît puisque c'est eux qui avaient fait Dream Quest et c'était super. Dream Quest, c'était publié pas par eux directement, mais ça avait été repris aussi ensuite par Spesco. Moi, c'est ça que j'ai envie de pledger du coup, tu vois. Ah, un jeu supplémentaire. Mais voilà. Pas les tables. Tu veux pas pledger les tables? Oh là là. Vas-y, parlons des tables. Alors voilà, ça, il y en a assez régulièrement. Non, des tables. mais celles-là, elles sont super. Je suis allée sur le site, j'ai rêvé autour, j'ai fait toute la config de la table de mes rêves. Il faut savoir que j'ai vraiment une table toute pourrie chez moi. Et j'ai pas l'appartement pour accueillir la table de mes rêves parce que j'aurais une table 6 personnes, vous voyez, 6 personnes avec une belle couleur. Mais en fait, c'est vraiment là, on a, ça y est, un format qui a l'air à la fois bien pratique et bien joueur, mais en même temps plutôt léger, facile à monter. Moi, j'en rêve. Il y a plein d'acteurs qui font de la table maintenant sur le marché du jeu de société, puisque c'est assez porteur, les gens. Alors, c'est pour ça que j'ai posé la question. À la dernière minute, vous avez vu la question débarquer. Tu l'as vu, Pénélope. Je t'ai même pas demandé avant parce qu'on était un peu à la bourre. La question de savoir où vous jouez. Parce que quand je vois des tables comme ça, pardon. Bah oui. Aussitôt, on a envie de se créer une salle de jeu formidable avec un équipement, des étagères qui sont prévues pour, tout ce qu'il faut pour pouvoir s'enfermer et jouer dans son coin dans un univers qui est à part de la vie quotidienne, parce que le jeu de société, c'est aussi ça, c'est un moment d'évasion. Ces tables-là font partie de l'écosystème qu'on peut créer autour du jeu. Ah, vous voyez, en plus, on peut manger des trucs. Et puis, c'est chouette quand ils mangent aussi. Non mais par contre c'est vrai que moi qui cherche vraiment une table, quand on se renseigne et tout, ça peut atteindre des tarifs absolument monstrueux. Et là c'est par rapport au marché, c'est correct pour une table de base sans avoir les planches qu'on met au-dessus. Je me disais je m'en fous, je m'en fabrique une, je la mets par-dessus, c'est pas grave. C'est 800 € à peu près, mais bon et c'est correct, je vous jure que c'est correct. Il y a des tables, ça monte à facilement 2005, 3000 €, c'est la folie.
Le truc, c'est que ça n'est livré qu'aux USA et au Canada. Ah oui, c'est le gros problème. Moi, je voulais montrer quand même. Il y en a qui sont livrés en France. Je crois qu'il y avait une boîte en Espagne qui fait ce genre de choses également. Trick Track avait été sponsorisé par une table également. Ouais, mais la table, elle coûtait extrêmement cher. 10 000 €, un truc comme ça. Ouais. Donc et puis c'est ce côté facile à monter et tout. Moi, c'est ça qui me plaisait. Il faut qu'ils en refassent. Voilà, c'est Maxildan, il a une table à 6 000 apparemment, c'est ce que nous dit Étienne Roussel, mais il en a parlé, il en a fait toute une vidéo, et c'est pour ça, là, je me disais, c'est dans mes tarifs, je suis pas richissime, mais je peux imaginer, rêver de m'en offrir une un jour, et simplement, c'est pas livré en France. Voilà, donc, oubliez. C'est un petit peu cher. Donc, on reviendra dessus juste après dans la question. Ils ont plein de formats. Ouais, il y a plein de trucs. Ça a l'air chouette, hein, voilà. C'est le genre de choses sur lesquelles on rêve. Au chalet, on n'a pas de table spécifique sur les jeux de société également. Ici, chez moi, j'ai un billard. Ça sert de table de jeu. C'est vachement bien. C'est pas désagréable non plus. Et j'aurais pas la place d'en mettre deux. Ouais. C'est juste pour les jambes, c'est moins pratique, mais c'est vrai que c'est pas... Mais c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'il nous reste? Toi, t'as mis des choses que j'ai pas eu le temps de regarder. Oui, j'aime bien faire ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, je vais faire le dernier. Hop, on va ouvrir celui-ci. Donc, c'est une autre série, c'est quasiment fini, il reste 12 heures avant la fin, donc c'est le moment de vous créer une envie de dernière minute. Ça nous arrive des fois de tomber sur quelque chose qu'on n'avait pas regardé jusqu'à présent. Et ce sont 3 puzzle games. Agueda, Colorfield, Donut Shop. Ce sont 3 puzzle games dans lesquels on va, j'appelle ça des puzzle games, c'est-à-dire des jeux dans lesquels on a des tuiles ou des cartes qu'on va assembler pour essayer de faire en fonction des connexions le maximum de points de victoire. C'est des petites boîtes. Ça a l'air d'être des mécaniques auxquelles on a envie de jouer, en tout cas on a envie de voir en ce qui me concerne comment ça fonctionne et quelle est l'ambiance autour de la table. On n'est pas sûr que ça soit très innovant, soyons francs, mais je suis toujours curieux de ce type de jeu. Je le fais plus à l'aveugle, ce genre de choses, mais à une époque j'aurais pu. Oui, c'est ça, c'est la petite série de jeux. Oui. On retombe dedans, hein. Le premier, c'est Agueda. Agueda, c'est un jeu c'est une ville au Portugal dans lequel en été, on a pas mal de festivals de parapluies. C'est-à-dire qu'on va lâcher plein de parapluies, on va les regarder. Je sais pas comment ça tient en réalité, mais au-dessus des rues, vous avez plein. Si, le but, c'est comme il fait très chaud, avec tous ces parapluies, vous êtes à l'ombre quand vous marchez dans les rues. En plus, c'est très coloré. C'est très agréable. D'Espagne et du Portugal. C'est un jeu, moi je regarde toujours les auteurs dans ce cas-là pour me disant est-ce que les auteurs, parce que l'éditeur c'est 25 Century, je connais pas forcément cet éditeur-là, mais par contre les auteurs, on regarde s'ils ont fait des jeux qui nous plaisent bien. Ici on a Dustin Dobson et Milan Zivkovic, c'est l'auteur de La Crypte de Sidlek. Bon, c'était un petit jeu qui était pas désagréable dans la collection des microgames, c'est exactement. Et donc, on va avoir des cartes parapluies qu'on va associer les unes aux autres pour faire notre propre rue. C'est des tuiles, là, en l'occurrence. On a un marché commun, on va récupérer des tuiles, on va les poser dans notre rue. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Il y a vraiment le côté, on va faire matcher les couleurs. Vous allez voir que c'est un peu ce qu'on retrouve dans tous les jeux. Parce que dans Colorfield, cette fois-ci, on a un peintre abstrait. Et là, on va récupérer des tuiles. Et on va les faire matcher devant soi sur sa peinture abstraite en essayant que les couleurs correspondent au bord de sa peinture. Vous avez votre petite palette également. Ah, c'est pas mal. Est-ce que c'est bien? Ça, j'en sais rien. On a encore un système l'idée est rigolote. Voilà, de petites tuiles à poser. Et cette fois-ci, c'est un jeu qui est signé par Mondo Davis. Et j'ai pas eu de référence sur cet auteur-là qui m'amène à dire ah là là, il faut que je reprenne ce jeu-là parce que j'adore tous ces jeux. Le dernier, Donut Shop, c'est Jeffrey D. Allers, et celui-ci, je le connaissais, cet auteur, et lui, il a fait quelques jeux que j'ai bien aimés. Il a fait Catimini, New Amsterdam, il a fait surtout Chantilly, New York Slice, pour ceux qui connaissent la réédition de Chantilly, ou Pizza Slice, il y a eu plusieurs versions. Il aime bien les jeux, c'est un jeu de partage qui est génial, New York Slice, c'est un jeu dans lequel vous avez une pizza, et vous allez partager les parts de pizza en découpant justement, en faisant je l'avais vu. Voilà, en faisant un partage à l'avance, et chaque joueur va se servir et vous prendrez ce qui reste. Donc il faudra bien équilibrer les différents partages. J'adore ce jeu, c'est un classique de mes jeux de société. Et Donut Shop va vous proposer cette fois-ci de poser des petites tuiles de donuts pour agrémenter la vitrine de votre magasin.
de votre boulangerie. Et donc, voilà, il va falloir essayer de faire matcher les couleurs, encore une fois, en posant les bons donuts les uns à côté des autres. Et il y aura également des tuiles de commande que l'on va disposer pour, si jamais on a réussi à réunir les bons donuts ensemble, compléter une commande qui est attendue par un client. C'est le genre de mécanique auquel j'ai envie de jouer. Je m'attends pas à ce que ça soit extraordinaire en lisant la mécanique, mais par contre, je suis curieux. Le matériel, le thème, l'ambiance autour de la table, je me projette assez facilement dans une table qui joue à ce genre de jeu. Pas au point de le pledger, mais voilà, ça suffisamment en tout cas pour vous le montrer et vous en parler. Et on a fini, je crois, avec les Kickstarter. Ben là, je crois qu'on a fait le tour, effectivement. Bon, on sait que sont toujours dispo Detective Society, Night Country. On nous a demandé plusieurs fois dans le chat ce qu'on en pensait. Moi, personnellement, je n'y ai pas joué, donc je ne peux pas donner d'avis dessus. Oui. Voilà. Je crois que l'éditeur m'a écrit cette semaine, faut que je lui réponde. Par contre, le Kickstarter va arriver sur sa fin, tranquillement. Voilà. Linkal, la fameuse Soda Pop Collection avec les canettes, les jeux en format canette. Il y a 4 jeux, donc là, vous les voyez tous sur mon étagère derrière moi. Ça, c'est encore en cours pour une 8aine de jours, je crois. Mais je peux pas encore vous dire comment sont les jeux à l'intérieur, parce que je les ai pas encore essayés. Je vais faire ça rapidement. Et ce sont les dernières heures pour Scholars of the South Tigris, le deuxième volet de la série South Tigris de Shem Phillips. Et encore les dernières heures pour Ascension, Tactics Inferno, The Curse of Candalabria et Alice is Missing, l'extension. Et Deadline sur Exemplaire Édition également. Oui. C'est un éditeur qui fait pas que du jeu de société, qui fait l'auto-édition. Et donc, il y avait ce jeu Deadline d'El Rava. Et effectivement, nous avons fait le tour des financements participatifs. C'est l'heure de la question de la semaine. Voilà, on arrive sur notre fameuse question de la semaine. Et donc, cette semaine, j'avais un peu improvisé. Je vous avais posé la question en voyant cette table, mais vous jouez où? Est-ce que vous jouez dans votre salon, dans la cuisine, sur la table de vie qu'il faut débarrasser quand il est l'heure de manger? Je crois que c'est ton cas un peu, Pénélope. Ouais, c'est... non, mais c'est... Moi, je joue chez moi, mais c'est compliqué. Je joue en live déjà beaucoup, et puis je joue chez des amis qui ont des plus grandes tables que moi. Est-ce que vous jouez chez des amis? Ça a été pas mal mon cas pendant longtemps. J'ai me déplacé chez les copains, chez Jume notamment, pour pouvoir jouer. Et là, j'y vais plus trop. J'ai beaucoup moins l'occasion aujourd'hui, mais auparavant, c'était plutôt moi qui me déplaçais. Il n'y avait pas des barrageux dans tes propositions, c'est ça que je suis en train de voir. Non, moi, j'ai beaucoup fait les barrageux. J'ai marqué club, boutique, festival, boutique. On est dans un barrageux, c'est la même chose. Effectivement, on avait la possibilité d'opter pour ça, parce qu'il y a des gens qui ne jouent quasiment qu'en festival. Ça, c'est surprenant, mais ça arrive également. Ou en club. Et j'ai beaucoup fait ça aussi, moi, me déplacer en club. Tu fais pas de club, toi, sur Paris? Vous n'avez pas un maillage de club? Il y a la super ludothèque de Boulogne où j'allais de temps en temps. Le grand problème à Paris, c'est que ce soit les barrageux, les ludothèques, etc., c'est d'y accéder, c'est le temps de... Voilà, moi j'aime bien la ludothèque de Boulogne, c'est pratique en voiture, il y a des embouteillages tout le temps, bref. Si on est en voiture, ma vie privée. Mais par contre, c'est surtout que les barrageux ont eu un succès phénoménal et maintenant, en week-end, si tu réserves pas, t'as plus de place, quoi. C'est souvent le soir. Moi, j'aimerais trouver des endroits en journée. Ça, c'est ma grande quête en ce moment. Donc, un endroit à Paris en journée où je pourrais aller jouer. Et puis, avec une grande table. Ouais, et puis avec des gens sympas, c'est ça aussi. Hein, mais ça, bon, après, moi, je les prends avec moi, les gens sympas. Ouais. Les barrageux ouvrent souvent à 17h. Les problèmes des barrageux, moi j'aime pas trop jouer en barrageux. J'avoue que là-dessus, en général, le bruit est rarement adapté au plaisir ludique de manière générale. Donc c'est pas un endroit vers lequel c'est super chouette, mais c'est plus adapté aux tout petits jeux, effectivement, ou aux pauses impromptues quand on se balade en ville et qu'on se dit tiens, il y a un barrageux, est-ce qu'on se ferait pas une petite pause là, tout simplement. Donc, alors Oya existe toujours, oui, Petit Panda, mais dans mon souvenir, il n'y avait pas des grandes tables chez Oya, mais je dis peut-être une bêtise, j'avais l'impression que les tables étaient assez petites. Moi je cherche des endroits avec des grandes tables. Mais bon, ne vous inquiétez pas, je trouverai. C'est pas ça, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors, le résultat de ce sondage... Oh là là! Alors, la plupart des gens jouent chez eux, c'est assez... énorme. C'est assez évident, parce qu'on peut rajouter chez moi, dans une salle consacrée au jeu, c'était la question que j'avais posée, en fait. C'est ça qui m'intéressait aussi, c'est qui a une salle chez lui consacrée exclusivement aux jeux de société? Est-ce qu'il y a des gens... Parce qu'il y a beaucoup de gens parmi les spécialistes du jeu de société qui ont consacré une pièce de leur maison. Et donc là, on voit qu'il y a 90% des gens qui jouent chez eux, mais que parmi ces 90%, il n'y a que 5% qui ont leur salle de jeu.
avec peut-être la table adaptée, peut-être les étagères agréables, le décor qui va avec, les illustrations de jeux accrochées au mur, tout ce qui fait rêver, tout ce qu'on a envie d'avoir également, se créer ce petit cocon ludique. Après, il y a 7% qui jouent chez des amis et 4% en club, boutique, festival. La question, c'était majoritairement, ça ne signifie pas que quelqu'un qui joue chez lui ne va pas en club, boutique ou festival ou ne va jamais chez des amis. Eh ben, je suis super étonnée quand même de l'écrasante majorité de chez moi dans le salon. Ça me paraît logique qu'il y en ait plus, bien sûr, mais je pensais qu'il y aurait beaucoup plus du club boutique, par exemple. Et en fait, c'est le dernier. Nous remarque qu'on est à 101%. Je crois que ça, c'est la magie des statistiques de oui, c'est comme les 22% de tout à l'heure. Ouais. C'est particulier. Mais bon, ça, je ne sais pas comment ils ont fait leur calcul pour arriver sur un 101%. Et donc, moi, la question que j'avais envie l'ouverture que j'avais envie de faire, c'était de vous proposer à ceux qui ont envie, en tout cas, de nous envoyer, pour ceux qui ont une salle de jeu, nous envoyer une photo de votre salle de jeu, mais pas avec des joueurs, hein. Simplement la salle de jeu sans joueurs à l'intérieur. J'insiste dessus parce que je vais pas demander l'autorisation à tout le monde et je voudrais pas commettre d'impair. Et puis, je trouve pas ça forcément génial de voir chacun qui nous fait des petits coucous, c'est pas le but. Le but, c'est de rêver, simplement. Et je vais pas tout diffuser. J'aurais envie de vous proposer de nous envoyer des belles salles de jeu pour qu'on rêve. Tout simplement en regardant les installations des autres. Parce que quand on a fait une super salle de jeu, mais oui, c'est ça. Quand on l'a fait, qu'on l'a réfléchi, qu'on a créé quelque chose en mettant des décors, en mettant des. Vous voyez que derrière moi, il y a une illustration de Christine Alcouf, par exemple, qui est pas encore très très bien installée. Il faudra qu'on l'installe mieux, mais ça fait partie des choses qui, moi, me font rêver. On a envie de voir quelles sont les bonnes idées que les uns et les autres ont. Et comme on se déplace pas tant que ça, on a rarement l'occasion de voir les salles de jeu des uns et des autres. Il y a eu quelques sujets de forum, de choses comme ça, de pages sur Facebook qui ont partagé à un moment les différentes installations. Moi, ce que je propose de faire, c'est une petite sélection. Donc, on prendra le temps. Ça sera pas diffusé, je pense, la semaine prochaine. On va prendre le temps d'en recevoir quelques-unes et de vous relancer là-dessus. On verra. Peut-être qu'on en montrera si on en reçoit d'ici là. N'hésitez pas à nous les envoyer. Je vous enverrai pas les miennes. Bah moi, la mienne, ça fait pas particulièrement rêver. Ma ludothèque peut-être vous fera un peu rêver, mais pas ma salle de jeu. Non. C'est mon grand projet sur le prochain appartement. C'est une salle pour jouer. C'est mon rêve avec une table. Au cas où vous n'ayez pas compris. La mienne, elle est là derrière, donc vous la connaissez par cœur. Ça sert pas à grand chose que je vous la remonte. On est bien là-bas, on est bien au chalet. Ouais, ça, c'est sûr. Il y a de la place. Il y a plusieurs. En fait, il y a beaucoup de salles de jeu au chalet, puisque toutes les pièces sont des salles de jeu. Mais après, c'est pas forcément très très bien organisé. Comme on le disait, au chalet, on n'a pas la grande table de jeu qui correspond bien à du jeu de société. On n'a pas ce genre de choses non plus. Hein. Ça prend du temps, et nous, quand c'est une maison entière qui est à décorer, ça prend un petit peu de temps malgré tout. Oui. Moi, ce que j'aime au chalet, c'est la partie salon. Personnellement, là-haut, avec les canapés. Oui. On s'en est peu servi. Ça fait rêver. Ouais, mais ça fait rêver. Quand on arrive, on fait « Ah !» C'est vraiment cool. Et donc, pour la semaine prochaine, ça serait ça, ou il y aura une autre question, on ne sait pas. On ne sait pas encore. Les questions. On n'a pas réfléchi à la question. Ouais, on n'a réfléchi pas forcément à l'avance. Peut-être qu'on trouvera une question juste après, Pénélope. Pas sûr à 100%. En tout cas, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On vous montrera peut-être quelques salles de jeu. On continuera à en discuter un petit peu ensemble. C'est le genre d'ouverture dont j'ai envie, moi aussi, de pouvoir échanger avec vous sur ce qui vous motive et ce qui vous fait plaisir dans le monde du jeu. Et on va terminer, avant de se quitter, quand même, par revenir sur l'actualité ludique. Il y a pas mal de choses qu'on peut aborder sur. Il faut que je transfère mes trucs. Là. Voilà. Je suis en train de broder. Vidéo ludique. Ouais. Alors, on va vous parler de notre chaîne, de nos chaînes, puisqu'on a diffusé pas mal de choses. T'as fait, toi, si on va, alors, tu les as pas reversés encore sur YouTube, je crois, tu m'as dit, hein. J'ai beaucoup de mal à suivre en ce moment le reversement sur YouTube. Je m'excuse pour ceux qui attendent parfois des replays, mais c'est pas facile de suivre le rythme et d'avoir le temps de le faire. Tu connais le problème. Mais j'ai fait un chouette live sur les animaux de Baker Street. J'étais contente, j'ai lu l'histoire et tout, je faisais les voix. Donc, si vous avez envie de rigoler sur ma chaîne, j'ai posté ça. Ça, tu l'as fait en solo. Sur le replay, si vous l'avez raté, j'ai fait le solo. C'est la partie tuto, mais j'aime tellement ce jeu que j'avais envie de le porter. Et voilà. Alors, sur notre chaîne, vous voyez que sur Twitch, les vidéos qu'on a réalisées sur Cannes, elles arrivent au bout de leur délai de visionnage. Donc, elles vont disparaître toutes d'ici 3 jours. Il n'y aura plus rien sur Twitch. Donc, on a tous les fichiers. Nous, on pourrait les transférer directement sur YouTube. On s'est posé la question. On a des éditeurs, mais pas beaucoup, qui nous ont proposé de nous financer pour les transférer. Et en fait, j'ai un peu l'impression de faire un racket des éditeurs. Ça me pose problème à titre individuel. Puis c'est une information qui était gratuite à l'origine. Donc c'est compliqué de retourner les voir en disant,
je vais transférer pour un, mais pas pour l'autre, et puis c'est un peu bizarre, quoi, en réalité. Donc j'ai dû dire à ces éditeurs, je remercie de nous l'avoir proposé. Ça a été le cas d'Atalia, notamment encore récemment, qui nous propose de financer le reversement sur YouTube. Ça nous aurait incroyablement aidé. Mais voilà, je peux pas faire deux cas de figure et en même temps mettre une vidéo et pas les autres, c'est bizarre. Donc on va pas le faire. Mais ce qu'on va faire, c'est transférer dès que ça sera prêt l'intégralité de ce qu'on a fait sous 4 vidéos. Donc il y aura une vidéo pour le jeudi, une pour le vendredi, une pour le samedi, une pour le dimanche. Super. Avec les timecodes. Donc vous allez pouvoir tout retrouver sur la chaîne. On aura gardé. Tu te donnes du mal, quoi. Alors c'est pas moi qui le fais, je vais être honnête. C'est Nuzul qui nous a proposé de le faire et il a déjà fait quasiment 2 jours là. Donc il a tout fait, il a mis les timecodes, il n'est pas tout seul, je crois que j'ai vu sur notre Discord qu'il y avait Al également qui avait commencé à marquer tous les timecodes de toutes les vidéos. Alors je suis toujours j'insiste là-dessus, je suis toujours un peu gêné quand les gens nous proposent de faire des choses comme ça sans qu'on les ait demandé. Là en l'occurrence, il l'a fait, il m'a envoyé le lien en regardant, tiens j'ai fait le jour 1. Donc bah oui, c'était fait. Un peu perplexe de mon côté en me disant qu'est-ce que je réponds, parce qu'en fait je sollicite pas les gens et même parfois je vous avoue que ça me gêne, ça m'embête parce que c'est des choses que peut-être on a commencé à faire de notre côté sur lesquelles on est en train de discuter. Là c'est bien tombé, donc un grand merci à lui. J'insiste tout de suite, ne faites pas ça, demandez-moi avant normalement, hein. Là c'est un cas à part, nous on discute souvent ensemble, on se connaît bien, mais ne faites pas des choses sans nous le demander parce que vous allez peut-être faire du travail pour rien, c'est ça, c'est la grande difficulté, ou alors c'est des choses qu'on a prévu de faire nous à notre façon. On sollicite peu les gens et on sait qu'on a de la chance d'avoir une communauté, mais on veut pas non plus profiter de ça. Et puis, il faut jamais sous-estimer. On a toujours l'impression, moi j'ai été à la place de ceux qui veulent aider, faut jamais sous-estimer. On a toujours l'impression qu'on peut aider, qu'on a envie de le faire, mais il y a un moment quand on en fait trop en aidant et qu'on n'a pas de rétribution, on en souffre, même quand on croit que ça nous touchera pas. Donc, et quand on peut pas être rétribué. Voilà, faut pas mettre mal à l'aise ni celui à qui on le propose, ni soi-même se mettre dans une situation où on finit par souffrir alors qu'on l'avait pas vu venir. Moi, ça m'est arrivé personnellement. Donc, attention, ça vient vite. C'est ce que tu fais pareil, hein. De temps en temps, tu me dis tiens, je veux bien le faire ça, pas besoin d'être rétribué. Parce que et en général, je te dis non, tout ce qu'on fait. C'est sur des choses, voilà. Ouais. Oui, après parfois c'est sur des projets où je sais qu'il y a. Bien sûr, mais même entre nous, même dans l'équipe, on a tendance à mettre le haut là. Il faut absolument que tout ce qu'on fait, puis le message qu'on envoie aux éditeurs aussi, au monde du jeu, aux professionnels, il est important. C'est pas gratuit en fait ce qu'on réalise. Là, ce que fait Nuzul. Il a passé un temps dingue et il me dit hier j'ai passé la journée, j'ai compilé 5 heures du jour 2, j'ai pas fini le jour 2. Et donc c'est un temps complètement dingue et nous quand on le fait, c'est pas réaliste, on n'a pas le message qu'on envoie aux éditeurs en leur disant tout ça c'est gratuit, c'est normal, l'information doit être gratuite, il est pas vrai. En réalité, le temps qu'on passe nous, il est pris sur une période dans laquelle il faut aussi qu'on se rétribue. C'est des contraintes que je suis obligé de rappeler parce que c'est important aussi que tout le monde ait à l'idée que tout ça ça demande un investissement qui soit un investissement en temps, soit un investissement en argent, mais vous savez que c'est jamais très éloigné. Voilà pour la question sur Cannes. Ce qu'il faut retenir comme message principal, c'est que on va tout mettre en ligne. On va garder de toute façon les choses, on les garde. Ensuite, on avait pas mal d'autres vidéos, donc pardon, mais les vignettes seront tronquées, c'est pas celle-là, c'est celle-ci, d'écran. D'autres vidéos qui sont arrivées sur notre chaîne, là je vous mets les vignettes, mais forcément c'est pas le bon format d'écran. Enquête Express, la première vidéo qu'on a faite ensemble sur un jeu Pénélope, j'étais très content de la faire ensemble. Et que j'arrive au chalet et qui me dit on va faire un jeu ensemble, ça sera un jeu blâme. Je me suis dit, oh là là. Je t'ai proposé, on y a joué avant. Et t'as bien fait, je l'ai trouvé super, j'étais trop contente. Et Blâme était trop content. Donc cette vidéo-là est en ligne sur notre chaîne. Si vous ne connaissez pas Enquête Express, franchement c'est du tout bon. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, vous allez pouvoir jouer avec nous. Donc ça déjà c'est agréable de pouvoir jouer ensemble. Et ensuite, peut-être vous aurez très envie de l'acheter. Je m'attends à ce que vous ayez très envie de l'acheter parce que c'est très bien, c'est un jeu d'Antonin Bocara. Ensuite, les vidéos qui arrivent sur la chaîne. Alors certaines sont déjà en ligne, d'autres vont arriver. Par exemple, Funfair, elle va arriver, elle n'est pas encore en ligne. La vidéo est terminée. C'est un jeu Lucky Duck Games, donc j'ai pas le nom de l'auteur en tête, pardon, j'en suis désolé, mais comme on vient de mettre... Très léger, voilà, comme on vient de mettre un autre jeu Lucky Duck Games, j'attends un petit peu, on vient de mettre les dés de Valéria, donc ça... Et oui, moi aussi j'ai ce problème. Ouais. Comme souvent les éditeurs m'envoient par paquet, je fais plusieurs vidéos de suite du même éditeur, je me dis mince, vraiment, c'est dommage, il faudrait répartir un petit peu. Donc Funfair, c'est lundi. Ça sera lundi sur notre chaîne.
si vous êtes un fidèle d'un monde de jeu, vous pouvez retrouver cette vidéo quand même en cliquant aux bons endroits, en cherchant un peu. Il y a moyen de la retrouver en avance pour les gens qui sont très curieux et qui sont très impatients. En gros, je crois que j'ai dû mettre les liens dans à la fin de la vidéo des dés de Valéria. Il doit y avoir les liens vers d'autres vidéos de la chaîne. Et dans ce cas-là, il est possible, je vérifierai, sinon je le changerai, que vous ayez accès à Funfair et à Fog of Love, avec une intro incroyable de Fog of Love, où j'oublie de dire... Barik où Barik me dit « Comment ça va Martin ?» Je réponds pas pour démarrer l'introduction. Nickel. Et donc cette vidéo-là, parce que dans les introductions, on est très concentrés, nous, sur notre technique, et des fois, on fait pas attention à ce qu'on nous dit. Super intro, super jeu, super partie, c'était très rigolo. Celle-là, je la mets en ligne vendredi prochain, donc il faudra être patient pour ceux qui vont pas chercher à la fin des vidéos des dés de Valéria pour essayer de trouver le lien direct. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Living Forest. Qui va arriver également sur la chaîne, la vidéo. Là, j'ai reçu le mail pendant qu'on enregistrait. J'ai les 3 petites retouches à faire et je vais pouvoir la mettre en ligne aujourd'hui ou demain, tout simplement. Le grand méchant monstre, on l'a dit, c'est déjà en ligne. From the Moon, ça a déjà été mis en ligne cette semaine. Radlands. Ah, mais je dis des bêtises. Quelle quantité de boulot! Fog of Love, c'est pas du tout Lucky Duck Game. Donc Fog of Love, je sais pas quand elle sera mise en ligne, j'attends le retour de l'éditeur. C'est Radlands qui sera en ligne vendredi prochain. Qu'est-ce qu'elle raconte? Marik a écrit dans le chat, on a incarné Pénélope et Ludo dans Fog of Love. Allez voir quand ça sort. Oui. Alors du coup, j'ai très envie de voir. Ouais. On a choisi des noms au début et Barik a choisi comme nom Pénélope et moi j'ai choisi Ludo. Mais complètement au hasard, ça n'a aucun rapport avec qui que ce soit qu'on connaît. C'est des personnages de fiction et on emprunte les noms à l'imaginaire collectif, forcément. Je savais pas. Rondin des Bois. Mais du coup, Fog of Love, je sais pas quand elle arrive en ligne, quand j'ai le retour de l'éditeur. Il faudrait que je regarde. Rondin des Bois qui est déjà en ligne avec une construction que je fais à l'intérieur de cette vidéo qui est incroyable. C'est un trucage de Sylvain au montage. Des fois, je découvre des trucages de Sylvain. C'est toutes des vidéos qui ont été montées par Sylvain sur la dynamique de la vidéo. Moi, j'ai fait l'habillage. C'est du travail d'équipe. Trax, qui a été diffusé pendant le Festival des Jeux de Cannes, celle-ci. Aline, elle a fait un live sur Cartaventura Odyssey et comme on l'a enregistré avec le même système qu'on enregistre aujourd'hui Pénélope, j'ai pu retravailler le live parce que le Riverside, le système qu'on utilise, qui a une sorte de Zoom ou de Discord, a agencé les personnes de telle façon à ce que Ophélie avait un cadrage très particulier et assez désagréable pour ceux qui le regardent en direct. Donc moi, j'ai pu récupérer les webcams d'origine grâce à ce système-là et pouvoir retravailler. Ça m'a demandé un peu de boulot, mais vous avez une recaptation du live qui est propre du coup derrière. N'hésitez pas à soutenir la chaîne d'un monde de jeu quand on voit le travail qui est abattu. Et cette semaine, on a diffusé Roa également. C'est le tournoi qui est en cours sur notre chaîne. Vous pouvez encore vous inscrire au tournoi de vendredi si vous voulez jouer avec nous. Ça a été diffusé lundi, cette vidéo-là, si je me rappelle bien. Est-ce que j'ai montré toutes les vidéos qu'on a diffusées? Je crois bien. Et donc, à venir, on a les jeux qui sortent cette semaine, ce que je vais terminer d'ici la fin de semaine, c'est-à-dire Make a Dream, Lotarum et puis New Eden, plus Living Forest. Donc, oui, alors 4 vidéos qui arrivent. Je pense que tu vas bientôt pouvoir faire du H24, je pense, sur la chaîne en programme. Une vidéo publiée par heure. Non, bravo, c'est assez impressionnant, la quantité de travail. Voilà, gros boulot pour cette période-ci parce que après on enchaîne directement avec les Sabliers d'Or et donc ça, on vous en reparle un peu plus dans la semaine qui vient. On a voulu terminer nos vidéos un peu en retard pour commencer l'esprit un peu plus détendu. Ce nouveau projet qui sera le 20 mars sur notre chaîne. On vous en reparle tout bientôt. On est en train de finir de caler les jours et de préparer les visuels. Oui, et on a hâte. Moi j'ai hâte surtout. Ça va être chouette. Je fais juste une petite aparté pour dire que j'ai fait, moi, personnellement, un live sur Nemesis Lockdown. Oui, gros je l'ai vu, ouais. Très impressionnant. C'était intense et ça va être... Ça, je vais le reverser rapidement sur YouTube pour ceux que ça intéresse. Et ce soir, on fait un live sur Monumental. Donc là, c'est j'aime beaucoup Semaine Monumental. Funforge. Il paraît que c'est super. Je pense que moi, quand je vois le pitch, ça me plaît beaucoup. Et je pense que c'est justement assez épuré pour que ça soit vraiment ma cam. Donc ce soir, c'est Monumental. Et voilà, il y a d'autres vidéos à venir sur la chaîne YouTube, mais pour l'instant, il faut que je prenne le temps de faire ce que tu as pris le temps de faire. Et que bravo. Des vignettes, plein de vignettes. Ouais, c'est ça.
On arrive à la fin de cette vidéo, c'est le moment de se dire au revoir et puis de vous donner rendez-vous sur la chaîne pour voir toutes les vidéos qu'on a diffusées. Il y en a eu plein. Vous aurez l'occasion d'avoir des envies de jeux. Peut-être qu'on vous en a créé quelques-unes pendant cette vidéo-là. Vous l'avez vu sur les sorties. Il y a des bons jeux qui sortent cette semaine. Il y a des bons jeux qui arrivent en boutique. On est sur l'après-Cannes, donc forcément, il y a plein de choses qui sortent en même temps. Et pas que Pagan. Hein. J'ai plus tous les titres en tête, mais il y a plein de choses qu'on a envie d'acheter. Allez, c'est le moment de la fin. On vous dit au revoir à tous. Et puis, on vous souhaite une bonne semaine d'ici jeudi prochain pour notre prochaine vidéo de news. Bientôt. Salut.